Eh ben Stéphane, bienvenue sur Là on discute. Ça y est, là ça tourne. Là c'est bon terminé, il n'y a plus de cuts. Okay. on est parti pour je ne sais pas combien de temps de discussion. Ouais, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de... Ah, il n'y a pas de cuts. Ça marche. Mais c'est cool, ça sera une discussion très intéressante parce que je suis tombé sur ton profil Instagram un petit peu par hasard. En fait, j'ai des recommandations de contenu qui sont pas du tout muscu. C'est bizarre, hein, pour un mec qui fait de la muscu depuis 20 ans. Tu regardes autre chose quand même. De quoi? Tu regardes autre chose. Ouais, je regarde autre chose. Donc forcément, l'algorithme il s'est un petit peu adapté. Et les rêves lucides, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Alors, pas du tout. C'est pas connu. C'est pas connu, tu trouves? Ouais. Et je ne savais même pas ce que c'était. Donc, bien sûr, j'ai appris ce que c'était grâce à ton compte. Mais tu vas pouvoir nous le détailler un tout petit peu et peut-être nous le réexpliquer pour ceux qui, comme moi, ne savaient absolument pas ce que c'était à la base. Ouais, avec plaisir. En fait, un rêve lucide, il y a plusieurs définitions. Je vais donner la définition qui est un peu plus simple, mais c'est un rêve juste dans lequel tu es conscient du fait que tu rêves. Donc, tu peux, en vrai, tout contrôler. T'as dans ton rêve la même conscience que là maintenant, là où en général, dans ton rêve, tu sais pas que c'est un rêve et tu le sais que quand tu te réveilles le lendemain. Et là, c'est pendant le rêve que tu as cette conscience qui est réactivée et donc tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Ouais. Alors ça, c'est vraiment la base à fond. Ouais. Une définition claire, nette et précise. Ouais. Parce que quand j'ai dû faire mon mémoire sur le truc, tu te rends compte que même la définition, elle est compliquée quand même. Ouais. Et comment t'es tombé là-dedans, entre guillemets? Donc, en gros, moi, je suis ce qu'on appelle un rêveur lucide spontané. C'est-à-dire que j'en ai toujours fait depuis que je suis tout petit, par hasard, comme ça. Et au début, comme je disais, je pensais que si tout le monde faisait ça. Et puis c'est après que j'ai appris que en fait, c'était pas du tout le cas. Pas trop le cas. Tu as quand même des études qui disent que 50% de la population fait plus ou moins un rêve lucide dans sa vie. Et ceux qui en font fréquemment, on est autour des 25%. Attends, 50% qui fait au moins un rêve lucide dans sa vie? Au moins un, c'est ça. Est-ce qu'on s'en rend compte quand ça arrive? En général, tu t'en rends compte. Mais ce qu'il y a, c'est que la lucidité, donc ce que je dis, c'est avoir vraiment conscience dans ton rêve que c'est un rêve. Il y a différents niveaux. Tu as vraiment le niveau où tu as la même conscience que là maintenant quand on parle. Et tu as vraiment le niveau où tu commences à te demander un peu, ah mais l'environnement il est bizarre, est-ce que c'est un rêve ou pas? Ça, c'est un petit niveau de lucidité. Donc en fait, si on veut être plus précis, la lucidité, c'est un continuum. Et on va dire que plus ou moins 50% a déjà expérimenté un peu de lucidité. Ok, c'est pas un switch lucidité, pas lucidité, c'est vraiment quelque chose, c'est plutôt un spectre. Alors, c'est plutôt un spectre, mais en général, quand tu t'entraînes, et à certains moments, les rêves lucides qui fascinent le plus les gens, c'est vraiment justement le on-off. C'est-à-dire que tu ne sais pas du tout que tu es dans un rêve, tu es en train de faire ton environnement normal, et d'un coup, il se passe un truc qui fait que d'un coup, tu attrapes comme une... C'est assez particulier, en fait. Tu as ta conscience qui change d'un coup, comme si tu te réveillais d'un coup dans ton rêve. Ah ouais. C'est assez hallucinant. Et là, ça fait pas si longtemps que ça que c'est prouvé, hein. C'était 1981. Et donc, depuis que c'est vérifié scientifiquement, etc., là, maintenant, ça intéresse les gens quand même. Et toi, rêveur lucide spontané? Ouais, c'est ça. Ça veut dire que sans entraînement, enfin sans avoir été confronté au truc particulièrement, c'est quelque chose que tu fais depuis que tu es né? Depuis que je suis tout petit. En général, ça apparaît plus vers l'adolescence pour des questions de maturation cérébrale. En fait, pendant que le cerveau se développe, il y a certaines zones qui vont se connecter d'une manière où ça va avoir plus de chances de déclencher de la lucidité chez les gens. Mais moi, j'ai eu un peu avant. Mais sinon, de manière générale, ça peut s'apprendre pour tout le monde, même ceux qui n'en ont jamais fait. Un de mes amis qui est lui aussi sur les réseaux et qui fait pas mal de vidéos sur le sujet, lui, par exemple, n'en avait jamais fait jusqu'à ce qu'il apprenne que ça existe. Il s'est entraîné et il en a fait. Tu peux le citer, hein, je pense que... Ouais, c'est l'ermite des songes. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en fait, de pouvoir contrôler ce super pouvoir, entre guillemets? Alors au début, c'était juste pour le fun, on va dire, c'était assez intéressant. Parce que le processus était très bizarre, hein. C'est-à-dire qu'au début, j'en faisais, je savais pas du tout que c'était spécial et je me réveillais assez vite. Quand j'ai appris justement, grâce à Poisson Fécond qui fait une vidéo sur le sujet, que en fait ça existe et que c'est différent des rêves classiques, je m'entraîne. Là, j'en fais où je suis lucide, mais pas très longtemps, c'est-à-dire quelques minutes, des fois même quelques secondes. Et puis un jour, en fait, je fais un rêve lucide où là, qui a duré 20 minutes dans mon rêve en temps réel, c'est-à-dire le temps dans le rêve égale le temps dans la réalité. Je suis resté 20 minutes à pouvoir faire ce que je voulais dans mon rêve et c'était très très perturbant parce que la texture, toutes les sensations, tout est la même chose. Et là, en fait, après ça, je pense que ce que ça a déclenché chez moi, c'est la notion de la complexité de la réalité. En mode, les choses sont plus complexes que ce qu'on imagine parce que si je peux être dans un environnement qui n'est pas du tout réel comme s'il l'était, ça soulève pas mal de questions. Puis après, en étudiant le sujet de manière un peu plus professionnelle, on va dire, là, il y a d'autres questionnements sur la conscience qui sont arrivés, les différents niveaux de conscience, etc. Donc, pas mal de choses. C'est vraiment un gros revirement de situation dans ma vie, on va dire. Et qu'est-ce qu'on appelle l'état de confiance modifié? C'est ça, en fait?
Alors, de conscience. Ouais, état de conscience modifié, on va dire déjà, c'est très vulgarisé. Maintenant, on parlerait plus de, si on veut être plus précis, de continuum de conscience. Parce que quand on dit état modifié de conscience, c'est modifié par rapport à quoi? En fait, ça inciterait, ça voudrait dire qu'il y a un niveau de conscience qui est de base, alors qu'au final, si on met un électroencéphalogramme sur la tête là maintenant et à toi, on aura tous les deux normalement des fréquences d'ondes cérébrales qui seront différentes, donc c'est particulier. Mais pour vulgariser, ouais, on dit état modifié de conscience, c'est tout ce qui est par exemple hypnose, méditation. Tu me parlais, j'ai vu dans la liste la respiration holotropique aussi. C'est ça, on pourrait parler de ça aussi. En fait, c'est tout ce qui est différent, un processus modifié de conscience, tout ce qui est différent d'un état normal où il va y avoir différentes choses qui vont se passer. T'as jamais fait de rêve lucide? Jamais de rêve lucide. Mais même pas un peu te demander, ok, là c'est bizarre, tu sais, un cauchemar. Des fois, en général, dans les cauchemars, ça arrive plus souvent. Me demander si c'était réel ou pas du tout? Ouais, un petit peu, on va dire ça, commencer à questionner l'environnement plus. Alors peut-être que si, mais en fait c'est difficile parce que quand tu ne connais pas l'existence des rêves lucides, tu te poses même pas la question. Et peut-être qu'avec le recul, c'est probablement quelque chose que j'ai expérimenté ou pas, mais je t'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a frappé assez pour que je puisse m'en rappeler en me disant ok, là il y avait quelque chose qui était différent. Mais c'est pour ça aussi que ça m'intéresse, parce que d'en entendre parler et de se renseigner un petit peu sur le sujet, ce qui m'intéresse aussi c'est les questionnements sur la réalité et tu vois, ces états de conscience qui font que on se questionne et on trouve des réponses ou pas, on apprend à mieux se connaître ou pas. C'est vraiment ça qui me branche à fond. Ah ouais, je trouve que et c'est pour ça que ça me passionne, en fait, c'est la porte la plus accessible pour commencer à se questionner sur ça, où vraiment tu es confronté à quelque chose de très percutant. Et c'est assez facile, on va dire, d'en faire. Tu as quelques techniques qui sont vraiment les techniques de base qui te permettent d'en faire, comme de couper son sommeil en deux. Donc tu mets tu mets un réveil après 4h30 de sommeil. Tu te réveilles 5 à 30 minutes, tu retournes te rendormir. Ça va avoir pour effet, en fait, quand tu te réveilles, tu réactives une partie de ton cerveau. Quand tu retournes te rendormir dans certaines phases de sommeil avec cette partie qui est réactivée, tu auras plus facile de devenir lucide. Et c'est en général comme ça que les gens font leur premier rêve lucide. Et là, après, tu fais « Ah ouais, quand même, intéressant ». Et dans quelle mesure, toi, tu peux les contrôler? C'est quelque chose que tu peux expérimenter tous les jours, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois? Comment ça fonctionne pour ton cas précis? Alors, c'est comme un muscle. C'est ça qui est intéressant. Okay. Ouais, en fait, tu vas en faire beaucoup quand tu vas t'entraîner. Et comme je suis passé assez vite assez vite. J'ai quand même fait quelques années de la pratique à fond, en notant mes rêves tous les jours, en faisant les techniques, en étant très assidu sur le sujet. Puis quand j'ai commencé avec mon parcours académique à faire mon mémoire et puis à envisager la thèse sur le sujet, etc., j'ai un peu changé de bord et on va dire que là maintenant je pratique quasi plus en fait. Je suis plus dans la théorie, je lis beaucoup d'articles, Des fois je le fais quand par exemple je suis un peu bloqué dans certaines situations en termes de réflexion ou quoi, parce qu'un truc que tu peux faire dans ton rêve, comme tu peux tout faire, tu peux faire apparaître des parties de toi, de ton inconscient, tu peux leur poser des questions, discuter avec eux, et ça m'arrive souvent vraiment de m'entraîner par exemple une semaine et de me dire ok, cette semaine je sais que je vais en faire un, des fois j'en fais un le premier jour, des fois il faut 3-4 jours, et alors là quand je suis dans mon rêve je deviens lucide, imaginons là je suis dans un rêve, je vais dire ok, derrière cette porte il y aura une partie de moi qui aura les réponses sur la problématique du moment, je la fais apparaître, une fois qu'elle est là je parle avec, et c'est marrant parce que à chaque fois les personnes elles te font un monologue de dingue. C'est absolument tout ce que tu avais besoin d'entendre, mais tu n'aurais jamais été capable de mettre ces mots-là dans cet ordre-là. C'est un truc de fou. Et comment ça se fait que tu arrives à le manifester à ce moment-là? Alors ça, c'est de l'entraînement, parce qu'au début, faire apparaître des gens, c'est un peu compliqué. En fait, il y a un vrai apprentissage dans le rêve en lui-même. C'est une mécanique et une physique qui est complètement différente, parce que le rêve, en fait, il n'y a rien. C'est toi qui crée tout. Tout est créé de ton cerveau, et tu dois apprendre à le stabiliser, à ne pas te réveiller aussi avec l'excitation, parce que dès que tu commences à parler à quelqu'un comme ça et d'avoir des trucs qui te stimulent autant, adrénaline, tout ça, tu te réveilles. Et donc, il faut apprendre à rester calme. Il y a tout un processus en fait, d'apprentissage. Oui, c'est un sacré boulot. Ouais, c'est cool. En vrai, c'est assez intuitif. C'est pas si compliqué que ça. Il y a quand même ça va dépendre. Il y a des gens qui ont des prédispositions vraiment au niveau neuroanatomique pour en faire. Et moi, personnellement, je pense que j'en ai pour en faire juste un peu. Mais j'ai pas des facilités. D'ailleurs, si j'avais des facilités, je pense que je n'aurais jamais étudié le sujet comme un malade comme ça. Mais il y a des personnes, des abonnés par exemple, eux, ils en font quasi tout le temps. Même il y en a qui en font tous les jours. C'est hyper impressionnant. Et je me questionne un peu sur ça. Il y a des théories sur le sujet. C'est assez impressionnant. Et il y en a, par exemple, je vais citer Poisson Fécond, mais qui, lui, n'a pas du tout de facilité sur le sujet. Mais il y arrive quand même. Alors, il a réussi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, justement, par les techniques, en s'entraînant, justement, en lui expliquant comment faire. Mais s'il arrête de s'entraîner, il n'en fait plus. Par contre, oui, s'il s'entraîne avec certaines techniques, mais c'est du travail quand même pour certaines personnes. Est-ce que c'est les mêmes prédispositions qui permettent à certaines personnes de rêver plus ou moins facilement? Parce que tu sais, il y a des gens qui se plaignent, entre guillemets, de ne jamais rêver.
Ouais. Ce qui n'est pas possible, on est d'accord. C'est pas possible, c'est ça. Ouais. Honnêtement, je sais pas parce que c'est tellement différent. En fait, les parties du cerveau qui sont impliquées dans la lucidité sont différentes de celles qui sont impliquées dans vraiment juste la remémoration du rêve, la remémoration onirique. Et honnêtement, c'est très, très, très difficile à dire. Et puis, il y a certaines choses, par exemple, le fait d'être... si on va plus dans des théories que j'ai, c'est que, en fait, les rêves, c'est juste quelque chose qui est... C'est des schémas de pensée qui sont un peu plus élaborés, qui sont à un niveau plus profond de conscience que ce qu'on a là maintenant. Par exemple, là, la dernière théorie que j'aime beaucoup, c'est que là, actuellement, tu es en train de rêver, en fait. C'est juste que tu n'as pas accès à ces schémas de pensée-là, parce que ta conscience est trop activée que pour pouvoir avoir accès à ces schémas-là. Mais imaginons, tu commences à te coucher, fermer les yeux, à commencer à juste te relaxer un peu, tu vas avoir des premières, on va dire, images, hallucinations qui vont arriver. En fait, ça, c'est tes rêves qui commencent à venir à la surface. Et puis après, à force de vraiment commencer à te relaxer, à aller dans le sommeil, ça va devenir beaucoup plus concret, beaucoup plus dense, et ça va devenir le rêve. Et donc, c'est un peu compliqué à dire. Je pense que là, la recherche sur le sujet, en fait, elle est hyper récente. Quand on y pense, ça fait quoi? Ça fait 40 ans. Ouais. Et au final, même quelques années qu'il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sortent sur le sujet. Mais avant, on prenait les gens pour des fous d'étudier le sujet. Pendant plusieurs années, ça a été vraiment la rigolade un peu du monde scientifique. Et tu trouves que c'est un peu le cas encore ou non? Ça a vraiment même évolué? Ça l'est quand même. Ouais. Si les gens ils prennent un peu ça pour des trucs, pour les gosses. Quoi, et niveau recherche alors, est-ce qu'on en est au point où scientifiquement on arrive à prouver ça, ou c'est encore à l'état d'hypothèses, de théories qui sont en train d'être vérifiées? Non, alors c'est vraiment vérifié. Ce qu'ils ont fait, ils se sont rendus compte que, donc, en gros, si tu veux, dans ton sommeil, quand tu es en phase de sommeil paradoxal, donc tu as tes yeux, tes globes oculaires qui bougent rapidement de gauche à droite de manière générale. En fait, tes yeux, on s'est rendu compte qu'ils bougent, on pensait avant de manière anarchique. Maintenant, on sait qu'ils suivent le scénario de ton rêve. C'est-à-dire que si tu regardes un endroit dans ton rêve, tu vas regarder à cet endroit-là avec tes yeux. Ils l'ont remarqué parce qu'un jour, ils étudiaient des gens dans un labo. Et en fait, ils voient que le signal oculaire du mec qui était en REM sleep, il faisait gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Il le réveille. On dit, mais de quoi tu rêvais? Il disait, je regardais un match de tennis. Incroyable. Et en fait, c'est ouf. Ouais, de ouf. Et en fait, ils se sont dit, ok, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Et c'est toujours dans cette phase qu'on rêve. On ne peut pas rêver en sommeil profond. Ah non, tu rêves dans toutes les phases. Okay. Mais tu as beaucoup plus facile en fait, de t'en rappeler. C'est ça, il y a beaucoup de trucs sur le sommeil qui sont dits, mais dans l'actualité. Et encore, ça change. Mais on sait maintenant qu'on rêve dans toutes les phases. Et comme je te dis, peut-être même quand tu es réveillé aussi. Donc c'est là que c'est encore plus complexe. Mais de manière générale, tu auras plus facile de t'en rappeler grâce au REM sleep. Donc sommeil REM ou sommeil paradoxal, c'est la même chose. REM pour Rapid Eye Movement. Ouais, c'est ça. Rapid Eye Movement. Ouais, c'est ça. Donc les yeux qui bougent vite. Quoi. C'est ça. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont prouvé du coup. Parce que imaginons, donc, si toi, on veut que tu fasses un rêve lucide. Enfin, tu dis que tu fais les rêves lucides, on veut vérifier ça. On va te demander d'aller dormir dans un labo. On va te brancher à plein de machines. Et on va te mettre un électro-oculogramme pour mesurer en fait l'activité musculaire de tes yeux. Et ce qui va se passer, c'est que quand tu seras en rêve lucide, on va te donner l'indication, quand tu seras lucide dans ton rêve, de venir faire gauche, droite, comme ça avec tes yeux, mais dans ton rêve. C'est-à-dire, imaginons là maintenant, tu n'es pas du tout avec moi, en fait, tu es dans ton lit en train de dormir, de rêver qu'on fait le podcast. Bah là, tu ferais gauche, droite, comme ça avec tes yeux. Ça se verrait à la machine. Et en fait, ce serait le signal, ok, bah là, il devient lucide. Et ce qu'on demande de faire aux participants, c'est de le faire toutes les, par exemple, 5 ou 10 secondes pour pouvoir en plus mesurer combien de temps dure la lucidité. Ah ouais, ok. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, grâce à ça, le temps en rêve lucide correspond au temps réel. Pas tout le temps, parce qu'en fait, il y a des trucs très compliqués par rapport aux rêves. Je ne sais pas si tu avais vu, peut-être, j'en avais parlé rapidement, des rêves qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années dans le rêve, alors que dans la vraie vie, il s'écoule que quelques heures. Et ça, on ne sait pas du tout comment ça fonctionne, mais c'est assez relayé par pas mal de personnes quand même c'est très rare. Et donc, le temps reste assez un sujet très complexe, mais globalement, en labo, quand on l'étudie comme ça, le temps égale le temps dans la vraie vie, le temps dans le rêve. Ok. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que la recherche scientifique montre que c'est possible. C'est prouvé, ouais, complètement. Ouais. Et même, et là, c'est la partie qui va t'intéresser, je pense, mais il y a des sportifs qui s'entraînent dans leurs rêves, justement dans les rêves lucides, parce que imaginons là, toi, tu veux t'entraîner un mouvement complexe, tu veux t'entraîner à faire un salto, par exemple. Mais si tu te dis, ouais, je vais le faire dans un rêve, comme en général, si ton rêve, c'est de repeindre une pièce d'un appartement pendant tout ton rêve, tu décides pas, toi, tu voulais t'entraîner, mais le scénario de ton rêve décide autrement. Dommage. Mais par exemple, tu deviens lucide, tu te dis ok, moi j'ai pas envie de repeindre l'appartement, je sais que j'ai envie de m'entraîner à faire mon salto, tu peux t'entraîner à le faire, ça risque de te blesser. Et l'intégration motrice que tu vas avoir du fait de faire le mouvement dans ton rêve va également être la même que celle dans la vraie vie. Tu vas avoir des gains de ton rêve à la vraie vie. Et il y a des sportifs qui se sont pas mal entraînés à ça, notamment des gens qui font des arts martiaux, du taekwondo aussi. C'est pour ça que tu m'as demandé ça tout à l'heure. C'est ça. Et c'est merveilleux. C'est incroyable. Hier, je faisais un podcast avec un chercheur et enseignant en neurosciences qui parle d'imagerie et de visualisation.
Ouais, énorme. Donc tu vois, c'est Aymeric Guillot. Ah, ça me dit rien. Okay. Je te partagerai son compte et son profil. Et on parlait un petit peu justement du transfert entre l'imagerie et la réalité pour un sportif. Donc l'apprentissage du mouvement, technique, etc. Ouais. C'est fou que tu me dises qu'avec un rêve lucide, on peut arriver aussi à ce genre de choses. Ah ben, ça, c'est incroyable. Ma théorie, c'est que dans quelques années, il y aura... en fait, là maintenant, tous les sportifs, je pense, de haut niveau, ils ont un coach mental pour la préparation. Parce que justement, on s'est rendu compte de l'efficacité de ça. Totalement. Je pense que dans quelques années... Ce qu'il y a, c'est que ça reste difficile, la manière d'induire le rêve lucide, ça reste quand même assez compliqué, il faut s'entraîner, etc. Mais le jour où, imaginons, tu dois juste prendre, je sais pas moi, un complément alimentaire, ou tu dois par exemple juste avoir une machine qui te permet de faire des rêves lucides, tous les sportifs de haut niveau s'entraîneront très certainement dans leurs rêves en plus, parce qu'en plus ça fatigue pas, il n'y a pas d'impact sur le cerveau, sur la récupération. Donc peut-être que plus tard, c'est la prochaine étape du sport, justement. Tu crois qu'on aura des machines qui nous permettent ça? Alors c'est déjà en train d'être étudié, mais c'est compliqué. Il y a une startup là qui avait lancé un casque qui apparemment permettrait de le faire grâce à la stimulation électrique transcrânienne. En gros, on te fait passer du courant dans le cerveau pour augmenter la connectivité entre différentes zones ou quoi. Mais attends, je suis persuadé d'avoir vu passer ça. C'est prophétique? Ça te dit quelque chose? Je sais pas. Ouais, mais en fait, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un où c'était un gros scam et le mec s'est barré avec l'argent. C'est peut-être ça alors. Ça, ils en ont parlé. Et il y en a un actuel. Mais le truc, c'est que j'ai regardé toutes les études sur le sujet. C'est pas prometteur. En fait, il n'y a aucun effet qui est au-delà du placebo. Donc, pour moi, ça ne marchera pas. Sauf si, en fait, la seule raison pour laquelle ça marcherait, c'est qu'ils ont payé des chercheurs en cachette, qu'ils ont fait des études, ils ont trouvé une fréquence qui, en fait, n'a pas encore été trouvée qui permettrait de faire ça. Franchement, j'y crois pas trop. Ouais, en tout cas, pour l'instant, c'est les balbutiements. Ouais. Ce qui marche bien, par contre, c'est un médicament qui permet, quand on donne même à des personnes qui n'ont jamais fait de rêve lucide, ils en font un. C'est un médicament qui est de base utilisé dans la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'est très prometteur, mais tu peux pas en prendre comme ça, évidemment. Oui, bien sûr. Ouais, mais peut-être que c'est une piste pour différentes choses à voir. Tu peux dire quel est le médicament ou... Oui, c'est la galantamine. Et en fait, c'est un inhibiteur de cholinestérase, c'est-à-dire que c'est un médicament qui a un impact sur l'acétylcholine. C'est un neurotransmetteur qui va vraiment être lié à ça. Et donc, de par tout ça, et encore plus, il a plus d'impact, lui, que d'autres médicaments qui auraient plus ou moins le même principe actif. Et en fait, ça va méga bien marcher. C'est assez impressionnant. J'ai déjà essayé. Franchement, c'est assez impressionnant. Mais voilà, c'est sous prescription. Même prescription, même pas d'un médecin généraliste, il faut demander à un neurologue. C'est compliqué. Et même quand on prend, tu te souviens plus de tes rêves. Donc, toi, tu te souviens de tes rêves d'ailleurs? Alors, ça dépend. Je t'avoue que c'est assez rare. Ouais. Mais parfois, vraiment, je me réveille avec la persuasion que j'y étais vraiment. Et c'est assez troublant. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un rêve lucide. Alors ouais, là, c'est super intéressant. En fait, c'est la deuxième composante du rêve, parce que la lucidité, c'est le fait d'être conscient dans ton rêve ou pas. Et le fait d'avoir des rêves plus intenses, c'est la vividité. Donc c'est vraiment lié aux émotions que tu vas avoir quand tu te réveilles, aux sensations même dans le rêve. Et ça, c'est pas lié justement à l'acétylcholine, c'est lié à ta concentration en dopamine. Donc intéressant. Mais j'ai l'impression de rien pouvoir contrôler. Ouais, c'est ça. C'est l'autre neurotransmetteur du coup, c'est l'autre chose. Par contre, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que je me réveille très très souvent dans la nuit, presque toujours à la même heure, vers les 3h du matin, c'est-à-dire à peu près 4h, 4h30 après m'être endormi. Ouais. Je me réveille pour aller aux toilettes, tu vois. Et c'est à ce moment-là où je fais des rêves. Ouais. C'est au moment où je vais me recoucher, et c'est cette toute petite période avant que je retombe en sommeil profond, où j'ai l'impression de me rappeler mais vraiment beaucoup mieux de ces rêves-là. Ouais, et pas de la première partie de ma nuit. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, dans la première partie de la nuit, tu auras plus de sommeil profond, lent profond du coup. Et dans la dernière partie de la nuit, justement après, tu auras plus de sommeil REM, où tu auras plus facile. Et en plus, là, tu fais exactement ce que je disais avant, qui était la technique pour faire des rêves lucides, où du coup, tu vas venir retourner avec ton cerveau qui est prêt, un peu réactivé, parce que tu t'es réveillé, tu retournes te rendormir dans tes dernières parties de sommeil. Donc, en fait, tu fais la technique sans le savoir. Ouais, c'était juste parce que je voulais aller aux toilettes, moi. Mais au final, c'est ce qui se passe. Ouais. Et ça, le fait de se réveiller tout le temps à la même heure comme ça, et surtout dans cette tranche horaire-là, je sais bien qu'il y a des trucs en médecine chinoise qui parlent de ça. Je sais pas si tu as déjà un peu regardé. Alors, j'ai regardé plein de trucs et j'ai vu des choses alarmantes. Des mecs qui me disaient c'est ton taux de cortisol qui monte un petit peu trop haut. C'est que tu as un manque de récupération, peut-être niveau digestif, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est vrai que depuis la fin de l'année 2024, j'ai eu quelques problèmes digestifs. Donc, je t'avoue que je recherche encore, mais je ne sais pas du tout à quoi c'est dû. Et parfois, je peux avoir des nuits qui sont extrêmement récupératrices, mais en m'étant relevé, tu vois, à ce moment-là, à 3h, 3h30. Donc, même quand tu t'es levé, tu as quand même bien récupéré le matin? Non, ça peut m'arriver. Okay. Ça peut m'arriver aussi de me lever et de me sentir le lendemain, après 8 heures de sommeil,
même si elles ont été découpées en 2 fois 4 heures, Ouais. d'être complètement à l'ouest. Ok. Donc je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, c'est peut-être une piste. Ouais. Peut-être. Pour moi, je serais toi, j'irais voir peut-être un gars qui a fait la médecine chinoise, parce que c'est plus de leur côté qui vont étudier ça. C'est de la chronobiologie, c'est super intéressant. Je maîtrise pas trop le sujet, mais franchement, c'est chouette. Mais ce qui est assez particulier, c'est que c'est vraiment toujours à la même heure. Ouais, c'est ça, bah, c'est fou. Toujours à la ça, même c'est heure. impressionnant. Comme Ouais, si ton c'est corps, il le impressionnant. savait. Quoi. C'est Impressionnant. Ouais. Donc je me lève, je regarde très très rapidement mon téléphone pour voir quelle heure il est, et c'est toujours la même heure à 5 minutes près. Je me dis, attends, Il y a un truc. Hein. Il y a un truc, c'est bizarre. Ouais, c'est fou. C'est vraiment bizarre. Et tu disais que du coup, que les rêves lucides, c'était accessible à tout le monde. Mais quel est le procédé ? Est-ce qu'il y a un procédé universel, une recette que tout le monde peut appliquer ? Ou non, c'est un petit peu plus au cas par cas, en fonction des personnalités ? Non, globalement, c'est toujours la même chose. En fait, ce que j'explique quand je l'apprends aux gens, c'est d'abord, pour moi, il y a 3 étapes. D'abord, te rappeler de tes rêves. Parce que si tu ne te souviens pas de tes rêves, malheureusement, ça va être très difficile de te souvenir de tes rêves lucides aussi. Donc, est-ce que juste sur cette première étape, il y a moyen d'améliorer son... rappel onirique ? Ouais, son rappel onirique. Ouais, c'est ça. En fait, tu dois juste écrire, c'est tout con, tu dois juste écrire tes rêves. Si tu y prêtes attention, tu vas de plus en plus avoir facile de t'en souvenir et tu peux, franchement, si tu le fais, tu verras, tu augmentes très très rapidement ton nombre de rêves. D'ailleurs, là maintenant, moi, je dois en faire peut-être 1 ou 2 par nuit parce que j'ai quand même des facilités pour m'en souvenir. Mais quand je m'entraîne, en 2-3 semaines, je passe à 4-5 rêves par nuit. Mais tout le monde, de manière générale, t'en as qui ont vraiment plus difficile, comme je disais, mais de manière générale, ça augmente assez vite. Même là, c'est cool parce que tu te réveilles le matin, tu as vécu plein d'aventures. Moi, je trouve ça génial. Parce que tu fais plusieurs rêves par nuit ? Ouais, en fait, du coup, moi, ce que j'appelle plusieurs rêves, c'est quand il y a vraiment des scénarios qui sont très différents. Imaginons, je fais un rêve où je suis en train de repeindre une pièce, je sais pas, et un autre rêve où je suis avec un ami en train de boire un café. Ça, on Pour moi, je considère dis que c'est 2 rêves. différents. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est intéressant, c'est que des fois, quand tu vas vraiment, vraiment très, très loin, parce que j'ai remarqué un truc, c'est que les rêves n'augmentent pas en nombre à partir de 4, 5, 6, mais ils augmentent en détail. Et tu te rends compte que des fois, tu as juste loupé, comme s'il y avait des ellipses. Et en fait, ici, si je commence à mieux me souvenir de mes rêves, entre repeindre la pièce et aller boire un café, en fait, on est descendu, on a fait, tu vois, et en fait, ton cerveau, il crée les liens tout seul. Assez impressionnant aussi. Mais première étape pour moi, c'est ça, c'est se souvenir de tes rêves. C'est le premier truc. Et pour se souvenir, on écrit le rêve au réveil. Ouais, et je propose de l'écrire dans un carnet plus qu'au téléphone ou en vocal, parce que le processus d'écriture, de par le fait qu'il est un peu plus lent et demande plus d'implication, a des meilleurs résultats. Et c'est à faire directement au réveil, ou alors non, tu te réveilles, tu prends ton petit déj et après tu écris? Alors vraiment directement au réveil, sinon ça part tout de suite. Ça se casse direct. Non, ça c'est atroce, mais c'est ce côté très volatile des rêves, parce que en fait, les rêves se passent à un niveau plus profond de conscience. Dès que tu reviens à ton niveau de conscience d'éveil, pour y retourner, franchement, à part si tu es un champion de la méditation, c'est compliqué. Ouais, vraiment. C'est comme si tu t'étais activé, comme si tu étais remonté à la surface, et eux, ils sont toujours dans le fond de l'eau. Et voilà. J'avais écouté un podcast de Andrew Huberman, qui est professeur en neurosciences aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Et il disait que pour se rappeler de ses rêves, c'était bien de conserver les yeux fermés, même si tu les écrivais quelque part. Et le fait de garder les yeux fermés, ça te permettait d'optimiser un petit peu le rappel onirique. Intéressant. Oui, il y a pas mal de trucs pour optimiser. Ça, c'est très, très intéressant. Je n'avais pas encore entendu. Ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il vaudrait mieux mettre une alarme qui est non pas sonore, mais qui est visuelle. En fait, là, et pour plusieurs raisons, je pense, mais si tu as un réveil, par exemple, avec un simulateur d'aube ou juste la lumière naturelle, tu vas plus avoir accès à tes rêves qu'un réveil sonore. Génial, comme ça. Ouais. Ma théorie, c'est que comme en fait, le réveil, en général, il est associé, il est ancré au fait de devoir aller travailler ou quoi. Dès qu'il sonne, tu remontes directement à la surface en mode « Ok, il faut que je fasse ça, 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 ça. » Et donc, tu n'as plus du tout accès, alors que quand tu te réveilles tout doucement avec la lumière, tu es un peu en transition, plus tranquillement. Donc, c'est ma théorie. Mais, ce qui est en plus limite meilleur pour le réveil. Ouais, je pense. Hein. Mais attends, maintenant que tu fais la remarque, peut-être que c'est vrai que je me rappelle plus de mes rêves quand je ne mets pas de réveil. Donc, en général, je ne mets pas de réveil 90% du temps. Mais tu vois, typiquement, cette semaine, j'ai tourné plein de podcasts et j'étais obligé de mettre un réveil parce que sinon, donc on pas ne sait de rêve. jamais. Et je me rappelle de aucun de mes rêves de cette semaine. Okay. Ah ouais, ça se tient. Hein. C'est peut-être explorer, ouais. Ouais, mais c'est marrant parce que quand les gens ils t'en parlent de leur expérience personnelle, tu te rends compte qu'il y a pas mal de liens à faire et que ouais. Je vais tester dès la semaine prochaine parce que j'ai une semaine un peu plus cool où je peux ne pas utiliser de réveil, par exemple, ce week-end et en début de semaine prochaine. Je vais prendre mon petit carnet à côté et je vais essayer de noter ça. Ah, franchement, fais ça. Et alors, le piège, il faudrait que tu le fasses aussi. Tu sais, quand tu te réveilles, vu que tu te lèves pour aller aux toilettes, tant mieux, mais de les noter même après, justement, dans ton interruption de sommeil. Parce qu'il y en a qui ont la flemme de les noter au milieu de leur nuit. Et si tu le fais, ça, c'est vraiment le mieux. De ouf. Ok, donc première étape, se rappeler de ses rêves.
C'est ça, et augmenter le nombre. Et ensuite, il y a, et pareil, il y a plein d'autres techniques pour augmenter encore plus, mais c'est très très long. La deuxième, pour moi, c'est induire le rêve lucide, donc réussir à devenir lucide dans le rêve. Et ça, la plus connue, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des tests de réalité. Non. Non, le fait de regarder ses mains, etc. Non. Non plus? Non, Ok. non. En fait, dans tes rêves, tu n'auras quasi jamais 5 doigts. Tu auras toujours des mains qui vont être difformes ou qui vont être différentes ou quoi. Ok. Donc si, dans ta vraie vie de tous les jours, tu regardes tes mains plusieurs fois à la journée en te disant « Ok, ben, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rêves. Ok. J'ai 1, 2, 3, 4, 5... voilà, je rêve. Non, 1, 2, 3, 4, 5 doigts. Ok, ben, en fait, c'est que mes mains sont normales, donc je suis réveillé. » Dans ton rêve, tu vas le faire avec... parce que dans ton rêve, en général, tu fais ce que tu fais la journée. Et bien, tu vas le faire dans ton rêve. Et là, tu vas voir que tu auras 6, 7 doigts ou des doigts un peu d'une taille différente. Et cette vision-là, le fait de voir ta main qui est différente, eh bien, en fait, ça va déclencher la lucidité dans le rêve. Donc là, c'est une première technique. Tu en as plein d'autres, comme le fait de pincer ton nez. Si tu pinces ton nez maintenant et que tu respires par le nez, l'air ne passe pas. Si tu le fais dans ton rêve, là, par contre, l'air, il passe. Et là, c'est très impressionnant. Là, c'est très bizarre, mais la sensation de l'air qui passe alors que tu te pinces le nez, ça déclenche la lucidité. Donc, c'est des techniques qu'on propose, ça, des tests de réalité. Il y a celle que je t'ai dit pour interrompre le sommeil en deux, le couper en deux. Et il y a une autre technique où juste avant d'aller dormir, tu vas te répéter une phrase dans ta tête pour dire « Ok, ce soir, je vais faire un rêve lucide, ce soir, je vais faire un rêve lucide. » Et donc, tu as plus de chances de faire des rêves lucides en faisant ça. Comme un mantra que tu te récites avant de dormir. C'est intéressant parce que tu dis déclencher la lucidité. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne commence pas un rêve en étant lucide, il devient lucide, c'est ça? Ou j'ai rien compris? Alors, si, tu as compris. Et en fait, c'est parce que... Pourquoi? C'est super intéressant. En fait, parce que, si tu veux, il y a 2 types de rêves lucides. Quand tu vas être débutant au début, ça va être beaucoup plus facile de déclencher la lucidité. C'est-à-dire que tu vas être dans un rêve normal. Voilà, là maintenant, on est dans un rêve. Et d'un coup, je me rends compte que je suis dans un rêve. Donc la lucidité arrive pendant le rêve. Ça, c'est ce qu'on appelle les DILD. C'est Dream Initiated Lucid Dreaming. Donc c'est vraiment les rêves qui arrivent. Les rêves lucides où tu deviens lucide pendant le rêve. Et tu as les WILD. Les WILD, il n'y a pas de transition. Et ça, c'est hyper impressionnant à vivre. Il n'y a pas de transition entre quand tu fermes les yeux et que tu es dans ton lit et le moment où tu te retrouves dans un rêve. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, tu as une intensification de ton imagerie mentale qui devient très, très, très rapidement de plus en plus dense, de plus en plus autonome, et tu te retrouves dans le rêve, genre comme si là, tu fermes les yeux, et d'un coup, tu es à nouveau dans un truc alors que tu as les yeux fermés. Et ça, c'est un WILD. Ça, c'est plus difficile au début et c'est plus rare, mais quand tu maîtrises, moi, personnellement, c'est ce que je fais maintenant, parce que c'est plus facile quand tu arrives à un peu maîtriser les différents niveaux, les différences qu'il y a entre tes niveaux de conscience, de faire ça. Et ça, à mon avis, toi, tu n'avais déjà pas fait de rêve lucide normal, donc à mon avis, ça. Mais franchement, tu devrais essayer. On en parlera après plus en détail. Mais c'est sûr. Hein. Tu sais que si je fais ce podcast, c'est aussi, c'est pour ça, aussi pour test. Oh, franchement, n'hésite pas, c'est ouf. C'est forcé. Il n'y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de transition entre le moment où tu fermes tes yeux et le début du rêve lucide. Et surtout, toi qui as déjà cette interruption-là, tu verras, ça va être super facile. En gros, si je t'explique que la toute première fois que ça m'est arrivé ça, et ça m'a vraiment impressionné, mais justement, je me lève, je vais aux toilettes, je retourne me rendormir, et mon rêve, alors c'est très bizarre, j'étais en train de m'embrouiller avec un mec que je connaissais pas du tout, parce que le mec avait essayé de voler un truc à un pote, et moi, genre, je l'avais attrapé, j'étais contre le mur, et j'étais en train de lui faire des gestes avec ma main, mais mec, mais pourquoi tu fais ça? Et en gros, je referme les yeux, je retourne dans ce rêve-là, parce qu'en fait, je me lève parce que je dois aller aux toilettes, mais je retourne me rendormir. Ouais, le plus ridicule avec les rêves, c'est pas de les faire, c'est de les raconter, mais bon, il faut pour le podcast. Ici, donc je retourne me rendormir toujours un peu dans l'émotion du truc, parce que si l'intégration motrice, elle est la même, l'intégration émotionnelle aussi. On en parlera après, mais c'est hallucinant. Je sais pas si tu fais des cauchemars d'ailleurs, toi. C'était ma prochaine question. Ah ouais, vas-y, juste après. Mais là, du coup, l'intégration émotionnelle, elle est la même. Donc, je suis en train de me recoucher, je suis un peu toujours dans le truc un peu énervé contre le gars, et j'ai envie de finir mon rêve, tu vois, pour me dire, vas-y, je vais voir ce qui se passe et tout. Et donc, je referme les yeux. Et d'abord, je vois très, très flou, donc c'est difficile de me remettre dedans, et je vois que je suis en train de faire comme ça avec ma main en train de l'engueuler. Et d'un coup, je sens que le mouvement de ma main, je le sens. Donc d'abord, je le vois juste, et puis je le sens comme si je suis vraiment en train de le faire. Et d'un coup, en fait, je me retrouve devant le gars, en train de sentir que je le tiens avec une main, et que je suis dans l'environnement, et je me dis, waouh, aucune transition. Et je me suis retrouvé là, juste en fermant les yeux en 10 secondes. Et franchement, ça m'a impressionné. Et puis c'est là qu'après, j'ai vu les différentes techniques, les différents trucs avec les niveaux de conscience, etc. Mais c'est assez impressionnant. Et tu as l'impression d'avoir cette maîtrise, tu vois, quand tu te retrouves de manière lucide avec la main du mec avec qui tu es en train de t'embrouiller, ta main levée. Ouais. Tes mouvements, ils sont conscients? Comment ça se passe? C'est les mêmes. Là, du coup, en fait, de base, j'étais pas lucide quand je l'ai fait. Mais comme là, en gros, ma conscience était réactivée, je suis retourné dans mon rêve. Et là, quand je me suis rendu compte que j'étais retourné dedans, vraiment, j'étais lucide parce que ma conscience s'est pas perdue entre moi qui me suis levé pour aller aux toilettes et ce moment-là. Et en fait, je me suis dit, waouh. Et donc là, en fait, j'ai pas perdu mon temps à m'embrouiller avec lui. Je suis parti, j'ai exploré. Parce qu'en fait, je fais une carte des différents lieux qu'il y a dans mes rêves. Parce que
En fait, si tu veux, il y a un truc que j'appelle la cartographie onirique, où tous les lieux que tu vois dans tes rêves, par exemple, le lion qu'il y a dans la réalité n'est pas le même que dans tes rêves. Peut-être que le lion, la place des terreaux qui a dans ta tête à toi, il n'y a pas la même statue ou il y a autre chose. Et donc, en fait, moi, j'aime bien cartographier ça pour voir aussi les liens qu'il y a entre différents trucs. Par exemple, l'université où j'ai fait kiné, il n'y a pas donc, si tu veux, il y a l'université et un centre sportif. Ben, dans mes rêves, il y a l'université et un énorme lac. Et donc, c'est toujours pareil, le lac ne bouge pas. Et ce lac est connecté à une autre zone, il y a une autre zone. Et du coup, en fait, ce que j'essaie de faire pour le moment, c'est de cartographier un peu tout ça. Et tu penses que cet endroit-là, s'il ressemble à ça dans ton rêve, il ressemblera toujours à ça? Alors, il y a des endroits qui sont... La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'en fonction de l'état émotionnel, il peut avoir certaines choses qui changent, les personnes qui sont présentes, mais au niveau architecture, c'est quand même très, très, très souvent les mêmes. Moi, je sais que si je veux aller faire une certaine chose, explorer un certain truc, il y a cet endroit-là et je sais où il est. Il y a encore des endroits que j'ai connectés entre eux, mais je ne sais pas exactement où ils sont par rapport à un autre endroit, donc il faut que je cherche encore. Mais je sais qu'ils seront toujours pareils. C'est incroyable. J'ai 2 remarques sur ça. Vas-y. Parce que c'est passionnant. La première, comment s'illustre ta cartographie? C'est vraiment une carte au sens propre ou Ça, c'est moi qui l'ai fait, du coup, la carte. Oui, bien sûr. Ouais. Mais en fait, oui, donc ça, c'est une carte que moi j'ai fait, mais dans ma tête, par exemple, chez moi, parce que j'ai eu un problème au début, je faisais ce qu'on appelle, ça, je sais pas si tu as déjà fait, c'est des faux réveils. C'est en fait, tu te réveilles de ton lit, tu fais ta journée, et en fait, tu es toujours en train de rêver, et puis tu recommences de ton lit à nouveau. Tu as déjà fait ça? Ouais. Ok, ça, c'est ouf. Ça, c'est déjà un premier niveau de lucidité. En fait, là, c'est marrant parce que tu contrôles comme si tu étais conscient, mais tu n'es pas conscient que tu es dans un rêve. Parce qu'en fait, pour toi, tu t'es réveillé, tu as recommencé ta journée. Et ça, en fait, moi, c'était mon problème au début. C'est souvent le problème des gens qui font des rêves lucides au tout début. Et ben, je recommençais tout le temps de chez moi. Et donc, en fait, j'ai appris à cartographier de chez moi. Donc, moi, naturellement, j'ai ma rue. À gauche, c'est une autre rue. Dans mes rêves, c'est je sors de ma rue. À gauche, il y a une autre ville, mais qui est différente, qui ressemble un peu à Venise. Un peu plus loin, il y a une sorte de village avec une église comme un peu moyenâgeux. Après encore, je sais que c'est un lac. Et puis, par-delà le lac, mais c'est très très loin, il y a une sorte de grand parc d'attractions. Donc, c'est comme ça que je le cartographie. Donc, moi, je sais que là. Et si je veux aller faire quelque chose quelque part, bah, il y a ces personnes-là, cet endroit-là. Mais on va dire, je le vois pas, je l'ai jamais vu si je l'ai pas dessiné moi, on va dire comme une carte. Ouais, ok. Voilà. Ok. Oh, trop intéressant. Et la deuxième remarque, c'est effectivement, pour moi aussi, ça m'arrive, maintenant que tu le dis, la dernière fois, c'était peut-être il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai rêvé de chez moi, mais c'était pas chez moi. C'était chez moi, mais avec quelques petites modifications. Donc chez moi avec un étage supplémentaire, ou chez moi, mais c'était pas exactement le même endroit, mais il y avait des choses qui étaient très familières avec mon propre logement. Tu sais, c'est quoi les différences? Genre, t'as déjà été à l'étage justement qui n'existe pas normalement ou pas encore? Ça, je saurais pas te dire. Là, je pense que j'ai tout oublié. Et pour moi, c'était tellement anodin que ça méritait même pas de s'y attarder. Ouais. Mais c'est clair et net que je me suis réveillé avec l'impression de me dire, je connais cet endroit par cœur, mais en même temps, il est quand même un peu particulier parce qu'il y a des différences qui n'existent pas dans la réalité. Quand je suis réveillé. Clairement, non, mais clairement. D'ailleurs, ce serait super intéressant que tu y ailles justement un jour, que tu puisses contrôler, parce que quand tu n'es pas lucide, tu subis le scénario. Donc, si le scénario ne veut pas que tu ailles à l'étage, tu n'iras pas. Alors que si tu contrôles et que tu y vas, qu'est-ce que ton inconscient a décidé de rajouter dans cet étage-là, quoi? Tu vois, ça, c'est trop bien. J'ai envie de voyager maintenant. Ah ouais, bah, let's go. Du coup, tu vois, on parlait des rêves et des cauchemars. Ça existe, les cauchemars lucides? Ouais. Mais ça, c'est pas agréable. Ouais, en fait, justement, ce qui se passe, c'est que les rêves lucides, c'est un des meilleurs traitements pour les cauchemars. Et très souvent, les gens subissent leurs cauchemars. Et franchement, on s'en rend pas assez compte, mais il y a des personnes, ils vivent des trucs de fou. Des fois, je reçois des messages, des gens qui m'expliquent des trucs. Et justement, ça les a aidés parce qu'imaginons que tu te fais tout le temps poursuivre par un monstre. Le monstre, quand tu deviens lucide, du coup, tu sais que tu peux faire ce que tu veux. Donc, soit tu lui crames la gueule avec des boules de feu, ou alors tu lui parles. Et très souvent, tu fais un peu ce que tu veux. Il y a des gens qui disent, quand tu parles au monstre, il se transforme, il prend forme humaine, ou alors il prend une autre forme et il te donne des réponses sur pourquoi est-ce qu'il est là. Parce que le problème, c'est surtout les cauchemars chroniques et récurrents. Un cauchemar ponctuel qui va arriver comme ça, tu peux savoir, mais c'est surtout le côté chronique et récurrent qui va te permettre de déclencher la lucidité plus facilement, même limite sans faire les techniques. Parce que c'est à un moment, tu commences à voir, c'est beaucoup plus facile de dire, ok, si ce soir je rêve encore de ce truc-là, je sais que c'est un rêve. Et donc les gens disent vraiment améliorer leur sommeil comme ça. Mais ouais, les cauchemars, c'est passionnant. Mais qu'est-ce que ça peut dire de nous, les cauchemars, si on cauchemarde souvent et de manière chronique, comme tu le dis, et souvent de la même chose en plus? Ouais, ça vraiment, j'en ai aucune idée. Je suis pas du tout doué dans la symbolique des rêves. Pour moi, il y a beaucoup de bullshit sur ce truc-là. Le seul truc que je trouve extrêmement pertinent, c'est, tu vois, les apnées du sommeil, ce que c'est. Ouais. Donc,
on a vu que les personnes qui rêvent, qui se noient ou qui s'étouffent ou quoi dans leur rêve, eh bien en fait c'est le corps qui crée un scénario de par les stimuli qu'il y a, en mode tu es en train de commencer à t'étouffer parce que tu fais une apnée du sommeil, et donc ça crée ce scénario-là. Donc, par exemple, ceux qui rêvent souvent des trucs comme ça, et ben, peut-être qu'ils devraient aller voir, peut-être qu'ils font des apnées du sommeil et qu'ils ne le savent pas. Donc ça, il y a ça, mais le reste, ouais, on sait pas. Ouais, c'est très, très, très difficile à dire. Et tout ça, ça me fait penser à une question qu'on a abordée un petit peu en début de podcast, c'est les différents niveaux de réalité. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire de notre propre réalité? Tu vois, tu as même aussi dit tout à l'heure que peut-être là, on est en train de rêver. Et ça pose plein de questions, en fait. Ouais. Ça pose plein de questions de dimension, de réalité, est-ce que vraiment je suis en train de toucher un meuble? Est-ce que quand je rêve, je suis en train de toucher le même meuble? Tu as exploré un petit peu ces questionnements? Oui, je les explore toujours. Parce que, non, mais parce que tu n'as pas trouvé la réponse demain, je pense. Non, mais et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas trop de limites parce que c'est tellement complexe. Mais ouais, ce que j'ai trouvé pareil avec même la manière dont la réalité se construit, la réalité de tous les jours, parce que je me suis spécialisé en hypnose. Et en fait, avec l'hypnose, on étudie beaucoup ça aussi. Quelles sont les croyances qui vont te mettre dans une certaine réalité ou dans une autre. Et en fait, franchement, c'est une question à laquelle je n'ai pas spécialement de réponse, mais il y a des questions qui se soulèvent, effectivement. Et est-ce que c'est ce qui te stimule, toi, dans cette histoire, ou pas vraiment? Tu sais que c'est quelque chose, c'est des questionnements qui apparaissent, mais t'en fais pas une problématique principale à laquelle tu as envie de répondre coûte que coûte. En fait, ça me stimule intellectuellement. J'aime beaucoup, je trouve que c'est des réflexions très chouettes, mais ce que j'aime énormément, c'est le concret et par exemple, comment pouvoir aider les gens avec ça. Par exemple, savoir que les rêves lucides, ça aide pour les cauchemars, je trouve ça incroyable. Là, le sujet de mon étude de cette année, c'est l'application thérapeutique du rêve lucide. Parce qu'en fait, il y a plusieurs idées. Donc, il y a le côté pour les cauchemars. Il y a le côté aussi pour potentiellement des douleurs musculo-squelettiques. Là, il y a eu une étude cas témoin avec un gars qui avait des douleurs depuis des années, je pense que c'était 20 ans. Et le gars, il avait été cherché de tous côtés pour essayer d'améliorer ses douleurs. Rien ne fonctionnait. Alors l'histoire, elle est ouf. Le gars, un jour, il fait un rêve et il voit dans son rêve une sorte de haricot, tu sais, comme dans le truc et le haricot magique, apparaître du sol. Et en fait, il apparaît en forme d'ADN. Et là, ça lui déclenche la lucidité. Et ce qu'il voit, c'est que le haricot, dans les brins d'ADN, il y a juste un brin qui est rouge et qui n'est pas vert. Et lui, qui provoque la douleur. Justement, lui, ce qu'il fait, donc il devient lucide, il se dit, je vais aller l'enlever. Il l'enlève, instant il se réveille, il a plus mal. Donc c'est une étude cas témoin, ça n'a pas spécialement de poids scientifique ou de valeur ou quoi, mais il y a beaucoup de personnes qui ont... Parce que la douleur aussi, elle peut se transférer de rêve à la réalité. Je ne sais pas si tu as déjà eu ça. Que, par exemple, tu rêves que tu te tords le genou, tu te réveilles, tu as mal au genou encore pendant 1 ou 2 minutes. Moi, ça m'est jamais arrivé. Moi, j'ai déjà eu ça. C'est incroyable. Ouais. Donc pour moi, il y a des trucs à faire avec ça. Et là, ce qui m'a fasciné dernièrement, c'est... Et là, du coup, dans la construction de la réalité, tu vas voir, on rejoint ce que tu disais avant, c'est en fait, pour la santé mentale. En gros... en fait, on s'est rendu compte que la lucidité, c'est lié à certaines parties du cerveau qui peuvent plus ou moins se développer aussi. Mais donc, la lucidité, c'est c'est savoir reconnaître que ton environnement qui t'entoure n'est pas réel, que c'est une création de ton cerveau. Eh bien, ça aussi, ça peut se transférer à la réalité. Dans le sens où, par exemple, si tu vas voir quelqu'un, et tu crées des hallucinations, non pas visuelles ou auditives, mais cognitives sur cette personne. En mode, cette personne, peut-être qu'elle est comme ça, qu'elle pense ça de moi ou quoi, etc. En fait, c'est que des constructions de ton cerveau aussi. Tu vois. En fait, tu n'as pas de recul sur tes pensées. Ouais. Ce que tu penses vraiment que c'est la réalité. Et apprendre à commencer à reconnaître tout doucement et entraîner ton cerveau par cette première étape qui est le rêve, donc apprendre à ton cerveau à reconnaître l'illusion de la réalité, tu peux l'avoir dans la vraie vie et commencer à avoir plus de contrôle sur tes pensées, sur ta manière de voir les choses. Et donc là, il parle de ça, qu'il y aurait certaines structures qui seraient impliquées dans ce processus-là et que ça t'aiderait à être, on va dire, plus lucide même dans ta vie de tous les jours, d'entraîner ça. Donc les perspectives thérapeutiques, elles sont incroyables. Ouais, vraiment, vraiment beaucoup. Vraiment, le seul problème, c'est la capacité d'induction. Et que, en fait, si tu veux commencer à donner les médicaments dont je parlais tout à l'heure, pour les études, c'est compliqué parce que même quelqu'un qui fait un rêve lucide naturellement, entre l'étudier sous IRM parce qu'il fait un rêve lucide naturellement et l'étudier en lui donnant le médicament, en fait, potentiellement, le médicament, il va changer toute sa neurophysiologie, il va avoir un impact là-dessus. Donc, tu n'étudies pas le rêve lucide, tu étudies le rêve lucide plus le médicament. Donc, c'est très, très, très compliqué. Mais j'ai hâte et je pense que ça va arriver à un moment ou à un autre. J'en parle déjà avec certains amis, de réussir à l'induire d'une manière ou d'une autre. Mais bon, peut-être un jour, on verra.
Mais c'est génial, ça donne envie de voir ce qui pourra se passer plus tard. Ah ouais, vraiment. Mais ça, du coup, c'est plus mon aspect qui est très concret. Le côté théorique, je trouve qu'en fait, ça rend fou. C'est intéressant, mais tu fais, ok, bon, calme. C'est tellement vaste et complexe que... Ouais, et puis commencer à interroger la réalité tout le temps, je suis pas sûr que c'est très bien, tu vois. Que ce soit terrible, Ouais, voilà, un petit peu. Mais c'est un bon exercice. C'est très stimulant pour comprendre justement les niveaux de conscience, etc., pour l'appliquer aux thérapeutiques, mais juste comme ça, pour se perdre dedans, bon, voilà. Il y a des philosophes qui en parlent? Il y en a eu, je pense que c'était, il y avait même des traces des rêves lucides, c'était Socrate ou Aristote qui en parlait déjà. À l'époque, ils n'appelaient pas ça comme ça. La première personne à avoir appelé ce phénomène rêve lucide, c'était le lucid dream, c'était Frédéric Van Eeden, qui était un chercheur de je ne sais plus quelle origine. C'était en 1913. Donc avant, il n'y avait pas encore le terme rêve lucide, mais c'est quelque chose qui a toujours été cultivé, même dans la philosophie tibétaine. D'ailleurs, eux, en fait, donc pour eux, ils disent que si tu n'es pas conscient quand tu t'endors la nuit, tu ne seras pas conscient quand tu vas mourir. Donc eux, en fait, ils ont un vrai culte de là. Ça fait partie de toute leur philosophie, le yoga du rêve tibétain, etc. Et en fait, c'est un vrai culte du travail de la conscience à maintenir par après. Et eux, apparemment, ils arrivent à rester conscients tout le temps. Et donc à faire un wild, non pas donc à transférer, tu sais, quand tu perds pas ta conscience, que tu fais directement un rêve lucide, non pas à partir du milieu de nuit qui est plus facile en transférant ta conscience parce que tu te réveilles, etc. et tu reviens. Eux, c'est directement dès que tu t'endors, tu fais toute ta nuit lucide. Et ça, il y a des personnes qui y arrivent et j'ai déjà échangé avec eux, c'est super intéressant. C'est vrai que j'ai pas pensé à poser cette question, mais sûrement que dans d'autres cultures ou dans d'autres modes de fonctionnement, ça doit être hyper présent. Ouais, clairement. Bah, surtout chez eux, je pense que c'est beaucoup plus chez eux. Après, de manière générale, je pense qu'il y a plein d'autres cultures qui travaillent, qui développent leur trance à eux, leurs états modifiés de conscience, tout ce qui est chamanisme, etc., qui a beaucoup été étudié aussi pour le moment, super intéressant. C'est pas trop un truc qui me parle moins, mais je sais pas si tu as vu ça, les études sur Corinne Sombrin. Non. En fait, on pensait avant que les trucs chamaniques, etc., c'était très perché. Et en fait, là maintenant, on s'est rendu compte qu'en étudiant des personnes qui font ça, qui ont réussi à l'induire d'une certaine manière, et bien en fait, c'est un état modifié de conscience qui est différent de la méditation, le rêve lucide, l'hypnose, de par l'activation cérébrale qui est différente. Et donc, c'est des personnes qui augmentent leur force musculaire, leur endurance musculaire, leur résistance à la douleur. Et pour le moment, j'ai des collègues qui font leur thèse sur le sujet et qui utilisent ça justement sur des patients qui sont en rémission de cancer pour les aider à justement mieux tolérer leur traitement ou aller mieux. Donc, par exemple, ça, avant qu'on pensait un peu perché, maintenant, ça allait moins, on sait que c'est juste différent. Et ça, c'est leur trance à eux, c'est leur culture à eux. Les Tibétains, ils ont avec le rêve. Ici, je dirais que c'est l'hypnose plus, tu vois, la transe culturelle d'ici. C'est assez intéressant parce que hier et avant-hier, j'ai reçu 2 personnes sur le podcast qui parlaient de rites chamaniques, tu vois, mais très, très rapidement. Et c'était des personnes très cartésiennes, très scientifiques et qui justement avaient un peu le même son de cloche, que c'était perçu comme quelque chose de très perché il y a quelques décennies et qu'en fin de compte, aujourd'hui, un petit peu moins et qu'on commence à faire des recherches qui sont plus sérieuses sur le sujet. Ah oui, pour le moment, c'est vraiment... Là, le labo où je fais mon étude pour le moment et où j'aimerais bien faire ma thèse plus tard, et ils sont vraiment pionniers là-dedans. Là, il y a énormément d'études qui sortent sur le sujet. C'est super intéressant, mais j'ai hâte de voir où ça va mener. Tu as mentionné l'hypnose alors. Et quelle est la différence avec un rêve lucide? Quand on est sous hypnose, est-ce que c'est un rêve lucide ou pas du tout? Alors... Super intéressant. Très bonne question. En fait, je dirais, donc le rêve lucide, déjà, tu es en train de dormir. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de tu es un peu réveillé ou quoi. Tu es vraiment complètement en train de dormir. Et l'hypnose, c'est compliqué. Il y a l'auto-hypnose, l'hypnose. On va dire que si on fait de l'hypnose là ensemble maintenant, tu es complètement réveillé quand on le fait. C'est juste que, on va dire, tu rentres dans un état de suggestibilité où potentiellement il y a d'autres choses aussi, mais tu restes réveillé. Et là, la suggestibilité et le fait que ton cerveau devienne très plastique pendant ce processus-là, eh bien, ça peut permettre des changements, notamment thérapeutiques. Là, pour le moment, on sait, je pense que c'est assez acquis, mais avec la chirurgie, notamment pour l'hypnose, super intéressant, qui permet d'utiliser beaucoup moins de produits anesthésiants qu'une chirurgie normale sans hypnose. Donc, ce qui est intéressant parce que l'hypnose, il y a quelques décennies, pareil, c'était pas du tout accepté. Ouais, toujours maintenant, c'est compliqué. En vrai, ah ouais, voilà. Oui. On en parlait hier dans un podcast. Justement, le Émeric Guillot, qui fait de la neuroscience, était tout à fait d'accord pour dire que l'hypnose, maintenant, ça avait pris une part dans le monde scientifique et que c'était plutôt accepté. Mais oui, il faisait le parallèle avec il y a quelques décennies que c'était pas du tout courant. Ah oui, clairement. Et là, pour le moment, toujours, c'est assez intéressant. Mais j'imagine, pour toi, c'est quoi l'hypnose quand tu entends parler de ça? C'est une bonne question. Je qualifierais ça d'état de conscience modifié. Voilà. Ok. Et quand tu as une vision de l'hypnose, tu penses
alors ça c'est intéressant, tu penses plus à l'hypnose de spectacle ou plus à l'hypnose plus lente, plus calme, où on te parle sur un fauteuil Alors, automatiquement, je crains que je pense plus à l'hypnose de spectacle. Ok. Bah, tu sais, c'est intéressant parce que je pense que de par le côté plus spectaculaire que ça, c'est ce qui se passe de plus en plus, c'est que quand on parle d'hypnose, on parle de ça. Et en fait, alors c'est très bizarre, quand j'ai commencé l'hypnose, je m'y suis intéressé par l'hypnose, non pas de spectacle, mais de rue. C'est-à-dire de vraiment faire des inductions rapides comme ça sur des personnes qui voudraient essayer. Et en fait, j'ai ramené ça, on va dire, dans le côté thérapeutique. Parce que je me suis dit, bon, c'est con, si on peut mettre quelqu'un en hypnose en 2 minutes, pourquoi passer 30 minutes à le faire? Surtout que à l'hôpital, tu n'as des fois pas... si tu as une demi-heure de séance, en tant qu'iné, tu as une demi-heure. Si tu prends déjà 25 minutes à mettre la personne en transe, c'est compliqué. Bon, après, c'est compliqué. Alors que là, du coup, on gagne du temps. Eh bien, je fais ça, moi, beaucoup plus maintenant. Et c'est mal vu par plein de personnes. À part, là, j'ai quand même des amis qui sont chercheurs, qui sont très ouverts sur le sujet. Mais il y a plein de personnes, tu leur dis que tu fais de l'hypnose rapide, il y a une connotation. Et c'est normal, je pense que ça donne plus de doute peut-être parce que c'est tellement impressionnant que voilà. Mais là, ça commence tout doucement à évoluer. Et pourtant, c'est tout aussi efficace? Ouais, même plus. Parce que pour le moment, je fais un peu des recherches de mon côté. Je demande à mes patients, donc je fais les deux types d'hypnose. Je fais l'hypnose très progressive où je vais parler lentement, induire la dissociation et l'hypnose, donc en parlant en respiration, etc. Un peu comme on faisait avant dans le thérapeutique. Et puis je leur demande s'ils veulent essayer autre chose et qu'ils me disent ce qu'ils en pensent. Et là, je fais l'hypnose beaucoup plus claque, dodo. Et ils me disent, ouais, mais là, beaucoup plus fort. Est-ce que c'est parce qu'ils passent très rapidement en transe beaucoup plus vite et du coup, ils ont une impression de beaucoup plus fort? Je ne sais pas, mais en tout cas, eux, ils ont l'impression que ça marche mieux parce qu'ils ont plus l'impression de partir. Et s'ils ont plus l'impression de partir, etc., alors d'office, le traitement va mieux marcher. Oui. C'est beaucoup de questions sur le sujet, mais c'est... Ouais, je sais pas. Et ça fait qu'il n'y a pas de lien entre rêve lucide et hypnose? Alors, pour moi, le lien que je fais là-dessus, c'est que si tu veux, donc là, on va dire, si tu penses à... ok, on va faire ça. Pense un peu à un chien. Ok, c'est quelle race? Alors, je ne saurais même pas te dire. Vas-y. Je ne saurais même pas te dire. C'est les chiens qui sont tout mignons avec plein de poils et qui ont une tête joufflue. Margot, tu connais la race de ces chiens? Pas du tout. Les quoi? Les non, ils bichons? sont pas blancs. Ah si, les Shiba, comme Shiba. Shiba, ok. Donc tu as un Shiba, là, imagine qu'il est assis et puis qu'il court chercher un jouet. C'est quoi le jouet? C'est un petit os en plastique. Un petit os en plastique, ok. Tu vois là par exemple le fait que tu aies décidé de choisir un os en plastique, que c'est la première idée qui te soit venue, que ce soit un os en plastique et pas, je sais pas, un ballon ou un bâton, c'est que ton inconscient il a choisi ça. Si tu le fais en fermant les yeux, eh bien en fait tu vas donc voir qu'il joue, puis je te dis ok et l'os en plastique il va le ramener à quelqu'un. Cette personne c'est qui? Tout doucement en fait ton inconscient va commencer à créer des images de plus en plus, et donc tu rentres dans ce processus d'imagerie mentale qui petit à petit, si on l'intensifie, que je te demande de créer encore plus d'images de plus en plus et de détailler, en fait tu vas partir en hypnose. Et là où moi je mettrais la limite, c'est qu'à un moment, ce qui va se passer, c'est que tu vas voir, c'est plus toi qui vas créer tes pensées vont attraper une certaine autonomie. C'est-à-dire qu'à un moment, le chien, quand tu seras vraiment en hypnose, comme ça, en train de fermer les yeux, il va commencer à bouger, à aller chercher d'autres trucs, puis ce sera plus un chien, ce sera un autre truc. Et en fait, le rêve va commencer tout doucement. C'est là qu'on parle d'hypnose, puis après l'autonomie, pour moi, de rêve éveillé, et puis après, tu passes en rêve, et puis rêve lucide ou pas, à voir. Mais d'ailleurs, le rêve éveillé, qui a beaucoup été étudié par Carl Jung aussi, Carl Jung et Robert de Soy, mais c'est... pour moi, c'est un peu les étapes que je mettrais. Mais pareil, en fait, c'est ma vision des choses, ce qui est très compliqué quand on parle de ça. C'est pour ça que je prends des pincettes un peu tout le temps. C'est que tu te fais vite tirer dessus quand même. Non, mais tu fais bien, ça implique que toi. Ouais. Ça n'engage que toi plutôt. C'est ça. Et c'est tout à fait OK. Mais c'est pour ça que tu es là, c'est pour donner ton avis de toute façon. Clairement, bien sûr, bien sûr. Donc, il n'y a pas de souci. Et tu as découvert l'hypnose, enfin, tu as été confronté à l'hypnose après les rêves lucides ou ça a été l'inverse? J'ai d'abord fait les rêves lucides, donc j'en fais vraiment depuis de manière petit. spontanée. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'hypnose, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la psychologie, au mentalisme et tout ça quand j'avais 18 ans. Donc là, j'en ai 28. Et on va dire que l'hypnose en elle-même, je l'ai découvert quand j'avais 23, 24 ans. Mais en fait, je me suis rendu compte en l'étudiant qu'il y avait plein de choses qui faisaient partie de ce que j'étudiais tout seul de mon côté depuis que j'étais ado. Et par contre, de manière beaucoup plus précise. Et c'est là que je me suis rendu compte, ok, en fait, c'est super intéressant comme sujet. Et maintenant, au-delà du côté thérapeutique, le fait de vraiment aller soigner et de comprendre les mécanismes de la conscience qu'il y a derrière tout ça, j'aime beaucoup ce qu'on appelle l'hypnose conversationnelle, qui pour moi en fait est juste l'analyse des répercussions de l'hypnose dans la vie de tous les jours. Pour moi,
l'hypnose, c'est... alors, c'est une phrase que j'ai sortie, mais c'est... Pour moi, l'hypnose est... t'as la conscience, ce que la biomécanique est au sport. Dans le sens où tu prends n'importe quel sport, le volley, le tennis, le taekwondo, tu as du mouvement dedans, tu peux étudier le mouvement de certaines manières. Et à mon sens, l'hypnose, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu vas comprendre, est-ce que si la pièce ici, les murs avaient été rouges, est-ce que ça n'aurait pas donné une impression différente quand tu rentres dans la pièce, si c'est rouge, rouge béton? Est-ce que s'il y avait eu des tableaux avec, je sais pas, des trucs chelous dessus, ça rend aussi un peu différent? Et en fait, le fait qu'ici, par exemple, ce soit un espace harmonieux comme ça, ça crée des schémas de pensée différents, ça permet aux schémas de pensée de prendre un certain chemin. Et tout ça, à mon sens, c'est l'hypnose. Et c'est ça, en fait, l'étude de la construction de la réalité. Enfin, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et c'est plus ce qui m'intéresse maintenant. Et au-delà de ça, comment utiliser ça pour aider et déconstruire les croyances des patients aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent avec des douleurs chroniques ou des situations qui sont très, très problématiques, qui sont ancrées vraiment dans leur tête depuis super longtemps. Et pour déconstruire ça, des fois, waouh. Et je pense que si on le fait bien... Parce que vraiment, je vois les résultats, je pense que l'hypnose, c'est encore trop peu connu. Et c'est ce que j'essaie de développer à travers mes formations, vraiment de vraiment développer ça pour que les kinés, les médecins, les infirmiers, les psychologues utilisent plus pour aller déconstruire les croyances. Parce qu'on se rend compte que c'est ce qui conditionne le plus la santé de quelqu'un. C'est ce qui croit qu'il peut aller mieux, ce qui croit qu'en fait, il ne pourra jamais guérir. Et donc, en fait, tout ça, je pense qu'à travers l'hypnose, on peut vraiment... bien aider. Tu penses que le kiné 2.0, ce serait quelqu'un formé à l'hypnose et qui pourrait l'utiliser en complément de toutes ces connaissances plus terre-à-terre, entre guillemets? Oui, et surtout, j'espère, parce que je travaille là-dessus à fond. Sinon, j'espère. Parce tu es le kiné 2.0. J'espère que là, de plus en plus de kinés se forment à ça. Et j'aimerais vraiment qu'à terme, ça devienne une spécialisation à part entière, parce que le kiné, de par le fait qu'il brise la barrière physique, il te manipule, il vient faire des massages, etc. Et tout. En fait, il y a un contact très différent avec le kiné d'un autre professionnel de santé. Et je pense que la confiance qu'il y a entre les deux pourrait vraiment aider avec d'autres choses, tout en restant dans son cadre. On n'est pas psychologue, bien sûr, mais de développer beaucoup plus l'hypnose, d'aller chercher différentes choses, différentes pathologies particulières. Pour la douleur chronique, pour les prothèses, tout ce qui est orthopédie, etc., il y a beaucoup de résultats super intéressants. Donc voilà, là, il faut développer, c'est vraiment tout nouveau, c'est hyper récent. On est 2 en Belgique à faire ça, je crois. Mais c'est trop bien, ça donne envie de voir ce qui se passera plus tard. Ah ouais, à fond, j'ai trop hâte. Juste avant, tu as parlé d'auto-hypnose en plus d'hypnose. Qu'est-ce que c'est l'auto-hypnose? T'as jamais fait, toi? Jamais. Jamais? Jamais. Ok. Méditation, t'as déjà fait? Oui. Ok. C'est un peu comme de la méditation, je dirais. Pour vraiment vulgariser, je dirais que la seule différence, c'est que dans la notion d'auto-hypnose, il y a toujours cette notion d'autosuggestion. Par exemple, je sais pas, avant, t'as froid, t'imagines que d'un coup, tu deviens tout en feu. Et du coup, cette suggestion de toi qui devient tout en feu, si c'est une suggestion qui te correspond, va pouvoir te permettre d'augmenter ta température, de sentir que tu as plus chaud. La méditation, c'est un peu le même processus. On parle moins de cette notion de suggestion. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des méditations de gratitude. De gratitude? Oui. De vraiment se concentrer, en fait, de prendre du temps à se dire apprécier pourquoi ce qu'on a. Apprécier ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on éprouve de la gratitude. On s'est rendu compte que ça augmente ton nombre de récepteurs à la dopamine. Donc, on va dire, neurostructurellement, ça vient augmenter ton nombre de récepteurs. Ça peut te rendre donc plus heureux potentiellement. Mais là, il n'y a pas de notion de suggestion. C'est-à-dire que tu ne viens pas rajouter quelque chose sur toi. La suggestion, elle est plus cognitive, où tu vas juste penser à pourquoi est-ce que tu es heureux, pourquoi est-ce que... Voilà. Et donc ça, en fait, c'est plus la différence entre méditation, auto-hypnose, c'est vraiment cette notion de suggestion en elle-même. Et donc, tu crées des changements sur toi, que ce soit la chaleur, que ce soit, par exemple... Moi, souvent, ce que je fais quand j'ai un état émotionnel que j'aime pas, et je sais pas pourquoi, des fois, il y a des jours où tu as un peu moins d'énergie ou quoi, j'imagine que c'est une sorte de glu qu'il y a sur moi. Et en fait, je la fais passer jusque mes mains et je lui donne une certaine couleur. Et donc, en fait, une fois qu'elle est sur mes mains, je sais l'enlever. Si elle est ailleurs je ne sais pas l'enlever, mais sur mes mains, je fais ça. Et après, je n'ai plus rien d'un coup. Mais c'est hyper impressionnant. Et à quel point le mental peut changer les choses. Et ça marche vraiment? Oui, alors en fonction de la réceptivité de chacun, même si tout le monde est réceptif à différents degrés. Et par exemple, moi, mon truc que j'ai trouvé, parce que pendant longtemps, l'auto-hypnose n'a jamais marché sur moi. J'ai essayé plein de trucs, ça ne marchait pas. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti ça. J'ai essayé, ça marchait. Je pense qu'en fait... il y a plein de gens, s'ils essayent, qu'ils trouvent leur truc. D'ailleurs, toi, tu pourrais peut-être trouver ton truc à terme. Eh bien, ça te permettrait de changer ton état émotionnel directement. Donc, par exemple, tu pourrais l'utiliser pour te débarrasser de l'anxiété ou du stress ou d'un sentiment de tristesse ou j'en sais rien. C'est ça, exactement. C'est génial. Et des fois, quand tu imagines quelque chose, on parle souvent des personnes qui sont gênées en public de parler. Et ils disent, il faut imaginer que ceux en face de toi, ils sont en caleçon. Et bien, en fait, ça, il y a une forme de suggestion, d'imagerie mentale qui va te permettre de percevoir la réalité différemment. Et donc, il y a une forme d'auto-hypnose derrière ça. C'est juste qu'effectivement, l'auto-hypnose, quand on parle de ça, très souvent, on va se dire,
on vole, on lévite en l'air, C'est etc. ça. Mais c'est beaucoup plus l'impact du mental et de ce que tu vas construire comme pensée sur ta physiologie et sur ton état mental de manière générale. Ok, intéressant. Donc c'est quelque chose que tout le monde peut pratiquer, Mhm. littéralement tous les jours, Ouais. pour se sortir de situations qui seraient un peu compliquées. C'est ça. Toi, Et- il n'y a pas un truc que tu fais comme ça le matin Bah, ou c'est quoi, une bonne question. quotidiennement Maintenant que tu le dis, non, je pense pas que que je pratique l'auto-hypnose, mais je vais essayer d'être plus attentif à mes petites routines de la journée pour voir si quelque chose pourrait s'y apparenter. Ah ouais. Ah bah, déjà, même rien que commencer à conscientiser un peu tes schémas de pensée comme ça à différents moments, tu vas voir qu'il y a des trucs qui sont récurrents, qui reviennent et qui t'aident en fait à te lancer. Des fois, quand même, quand tu sais, tu procrastines un peu, tu as du mal à te lancer, puis d'un coup, tu as un truc que tu te dis, et là, tu te lances. C'est un truc qui revient de manière récurrente. Peut-être des choses comme ça. Après, je sais pas si toi, tu procrastines beaucoup ou pas. Si. Faut pas imaginer que je suis une machine de productivité qui a toujours envie de tout faire. Mais ah oui, ça m'arrive de procrastiner. Mhm. Et je t'avoue que j'ai pas encore trouvé la solution. Ouais. Peut-être que l'auto-hypnose, ça pourrait m'aider. Peut-être. Après, moi, j'ai des espèces d'auto-affirmations du genre, Ok. quand tu te poses des questions, c'est qu'il faut pas te poser de questions. Et j'ai envie de dire que ma solution, c'est l'action. Mais peut-être que c'est déjà de l'auto-hypnose. Dans, Ouais, le c'est sens où, dans le sens où quand je me pose des questions, je sais que je vais avoir des mécanismes où je chasse ces questions pour être le plus dans l'action possible. Ah, donc, tu as trouvé en fait le moyen de court-circuiter ta procrastination, on va dire. Ok, super intéressant. Pour revenir à l'hypnose un peu plus classique, Ouais. tout le monde est réceptif? Alors, on s'est rendu compte, mais ça n'a pas été refait comme étude, qu'apparemment, il y a des variations, pareil au niveau neuroanatomique, chez les personnes qui sont très, très réceptives. Potentiellement, elles ont donc les fibres antérieures de leur corps calleux, qui est la partie qui fait la jonction de tes deux hémisphères, qui sont plus développées. Donc, potentiellement, c'est des personnes qui ont en fait une meilleure connexion interhémisphérique. Et aussi, peut-être, donc, il y avait la connectivité entre le cortex singulaire antérieur et une autre zone que j'ai oubliée. Mais donc, potentiellement, ça, c'est des personnes qui, eux, vont être plus réceptives et de par quelque chose vraiment qui est là, qu'on peut observer. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que tout le monde l'est, que ça dépend juste en fait de la confiance que tu as envers la personne, de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais tu as vraiment des personnes qui peuvent explorer, je sais pas, donc la notion d'agentivité, je sais pas si tu as déjà... Non. Ok. Agentivité? Oui, quand par exemple tu as des gens, ils ont l'impression que voilà, donc les doigts sont le truc connu de Mesmer où tu viens coller les doigts comme ça. Mhm. Et après, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus décoller les doigts, que c'est comme si leur corps répondait plus. Là, c'est ce qu'on appelle donc une perte d'agentivité. Tu as l'impression que tu n'es plus maître de tes mouvements de ton corps. Et donc ça, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas expérimenter, je pense, en tout cas de la même manière. Pareil pour ce qu'on appelle les catalepsies. Donc par exemple, voilà, les gens qui tu viens ici faire ok, bah, le bras est une barre de fer et ils n'arrivent plus à le plier. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que pour eux, ils n'arrivent plus à plier le bras. Quand on a étudié ça, on s'est rendu compte que soit c'est des personnes qui vont contracter très fort leurs muscles agonistes ou antagonistes du mouvement, qui vont faire qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir le bouger. Ou alors, tu as des personnes carrément, tu as une inhibition au niveau du cerveau, du mouvement lui-même, dans le processus de le faire. Enfin, tout le monde arrive à la même manière, au même résultat, mais d'une manière différente. Et donc, en fait, tout le monde est réceptif avec des trucs différents. Tu as juste vraiment, on va dire, je pense que c'est 25% de la population qui est très, 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 très réceptive, où eux, carrément, tu peux venir faire une hypnose, justement. Donc, tu vas les endormir comme ça. Et ils vont avoir une amnésie spontanée au réveil. Ils se rappellent de rien. Ah ouais. Ouais. Mais ce que tu peux faire, je pense que, parce que je le fais du coup, avec les personnes qui sont très réceptives, je donne des suggestions et je travaille d'une manière à ce qu'ils puissent se rappeler. Parce que j'ai l'impression, dans ce que je fais, comme j'essaye beaucoup de travailler avec la conscientisation de la personne sur ses schémas de pensée, etc., que si elle est consciente de ce qu'elle fait, c'est mes croyances, il y aura un meilleur impact après sur le long terme dans son processus de guérison, etc. Parce que s'il y a une amnésie post-hypnose, du coup, d'un point de vue thérapeutique, c'est pas intéressant. En fait, si, parce que ça fonctionne, mais je sais pas, c'est une croyance que j'ai de par différents trucs que j'étudie depuis un moment. Je pense, pour créer un changement où la personne est beaucoup plus active en fait, dans son changement. Parce qu'en fait, le côté amnésie, la personne elle a juste l'impression d'avoir été chez son thérapeute et que le mec a fait claque et hop là, je sors et ça va, tu vois. Et je trouve que ça déresponsabilise les gens et je trouve que pour certaines situations, pas toutes, mais certaines situations, c'est plus intéressant de vraiment les rendre acteurs de... Bah, d'ailleurs, j'ai vu que tu faisais la dernière vidéo sur le renforcement de la nuque. Oui. C'est ça, ouais. ça, je trouve ça super intéressant. Et imagine quelqu'un qui a des douleurs à la nuque. Tu viens juste lui faire un truc, pouf, t'as plus mal. Bon, déjà, tu peux enlever la douleur, l'enlever ou la diminuer, mais
déjà, c'est pas spécialement indiqué parce qu'imagine qu'il y ait vraiment un déséquilibre musculaire qui fasse que, ou autre chose, hein, imaginons une hernie cervicale ou que sais-je. Et si tu n'as plus la douleur, ça peut être problématique. Bah, c'est ça peut être problématique parce que la douleur, c'est un signal d'alarme. Mais moi, je trouve ça, par exemple, beaucoup mieux d'expliquer à la personne, ok, ben, t'as mal à la nuque, et ben, du coup, viens, on va faire des exercices. Et la personne fait des exercices, limite elle peut les faire sous hypnose en conscientisant le mouvement encore plus. D'ailleurs, peut-être que tu le fais, toi, quand tu t'entraînes, de vraiment conscientiser le mouvement, ou peut-être tu es ailleurs quand tu le fais, tu écoutes de la musique ou quoi. Ah, 100%. Ok, t'es pas je conscientise okay. à 100%. Ah, et ben, tu vois, ça, il y a des études qui ont montré que tu as des meilleurs résultats quand tu conscientises ton mouvement à fond. Et toi, de le faire comme ça, de conscientiser la personne avec l'hypnose, son exercice, son renfort de la nuque, et bien après, si tu arrives en plus à lâcher des suggestions comme de quoi elle va le faire chez elle, etc., la personne, elle devient acteur et responsable de son traitement. Ça, c'est génial. Plus que le côté baguette magique Harry Potter. Parce que dès que tu fais de l'hypnose pour les gens, t'es Harry Potter. Ah bah, ça, 100%. 100%. C'est fou. Mais bon, ça va changer, je pense. Ouais. C'est exactement ce que je fais dans mes entraînements. Je conscientise, je visualise mes muscles se contracter, mon corps bouger, les sensations que ça provoque, etc., etc. Ok, c'est ouf. C'est pour ça que je dis souvent que la musculation, c'est ma méditation, tu vois. Et voilà. En fait, je fais de l'auto-hypnose pendant ma séance de muscu. Et voilà, exactement, c'est ça. Mais oui, clairement. Et d'ailleurs, je serais curieux. C'est un truc que j'aimerais bien faire. Ah, d'ailleurs, tu viendras dans mon podcast le jour où je le ferai. J'aimerais bien faire une interview sous électroencéphalogramme. Ah. C'est-à-dire, je te mets donc le EEG sur la tête et par exemple, tu vas me parler d'un truc qui te passionne et un truc qui te passionne pas. On va voir ce qui change, tu vois, dans ton cerveau quand tu en parles. Donc là, ce serait super intéressant de voir quand tu parles de muscu, de voir que justement, tu rentres dans une sorte d'étape pseudo-méditative comme ça. Rien que d'en parler, donc à le faire, j'imagine encore plus. Mais ouais, du coup, c'est ton état modifié de conscience à toi. Ah bah, tu peux être sûr que là, le signal, il va exploser dans tous les sens. Hein. Et ça en est où, la nuque, du coup, parce que tu le renforces, pourquoi? C'est quoi le truc? Alors, je t'avoue qu'à la base, c'était le renforcer à cause de petites douleurs. Okay. Je me réveillais le matin, j'avais la nuque en vrac, j'avais super mal au cou. Et il y avait aussi un point de vue esthétique où j'avais envie de voir si c'était possible de faire grossir les muscles de mon cou. Donc c'était un petit peu les deux distinctions. Donc je l'ai entraîné pendant 30 jours pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ah ouais. Et là je continue, mais de manière bien moins régulière, une à deux fois toutes les 2 semaines. Okay. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Poids du corps ou avec le harnais Avec le harnais. Le harnais, okay. Ouais. Je l'ai acheté aussi. Ah ouais? Ouais, et je dois commencer parce que j'ai aussi une blessure. Je sais pas si tu vois ce que c'est, le jiu-jitsu brésilien. Oui. Ouais, parce que j'en fais là depuis 2 ans et je me suis pris, je sais pas si tu vois un triangle. Triangle, c'est où tu as la tête entre les jambes du mec. Où il t'a attrapé et où il est en train de te serrer la tête. Et j'ai mes cervicales qui n'ont pas aimé. Et depuis ça, j'ai des douleurs ici. Tu vois. Regarde, je sais ce que je dois faire, heureusement. Mais là, j'ai acheté le truc pour faire du renforcement justement pour enlever cette petite gêne. Je pense que c'est toujours bon à prendre. Ouais, est-ce que tu t'auto-hypnoses du coup pour cette douleur ou pas forcément? Non, pas du tout. Justement, là, quand je m'entraîne, j'essaie de le faire aussi en pleine conscience. Mais ce qu'il y a, c'est que, pareil, ma méditation, moi, je pense que c'est le sport de combat. La muscu, j'arrive plus trop à le faire. À l'époque où je te suivais, je regardais beaucoup les vidéos, etc. J'étais à fond dans la muscu. En complément à l'époque, c'était de la boxe anglaise que je faisais. Sport de combat aussi. Ouais, ça fait plus ou moins 15 ans, je pense que j'en fais. Et j'ai commencé par le taekwondo aussi. Ok, génial. Ouais, trop marrant. Et du coup, là, maintenant, c'est jiu-jitsu brésilien. Et c'est ça, je pense, pendant que je fais ces sports-là, je suis extrêmement concentré sur ce que je fais. Donc, je ne me concentre pas sur mon muscle, mais je suis tellement concentré pour réussir à pas me blesser ou réussir à atteindre l'objectif du combat, que là, je pense que je serais dans un état, on va dire, méditatif d'auto-hypnose. Il y a des chances que ce soit le cas pour tous les sportifs, en fait. Hein. Parce que quand tu parles un petit peu avec des sportifs qui ont du niveau, ou en tout cas qui font une pratique depuis longtemps et avec sérieux, le son de cloche, c'est un peu le même. Hein. Ah oui, c'est ça. Quelle que soit l'activité, au final. C'est impressionnant. Et surtout, tous les sportifs, et je pense toutes les personnes qui ont vraiment trouvé l'activité dans laquelle ils sont, par exemple, une personne qui adore l'écriture, quand elle écrit, une personne qui écrirait son livre, et bien en fait, je pense qu'elle devrait être dans cet état-là aussi, si tu mesures ses fréquences d'onde, etc. Donc je pense que chacun aurait son truc. Et il y en a, par exemple, je serais étonné de voir... s'il y a des gens, tu les mets dans un sport, ils n'ont jamais du coup, c'est parce qu'ils peuvent pas, c'est pas leur porte à eux le sport, par exemple. Ouais, il y a des chances. Hein. Ou alors ils l'auraient pour l'objectif santé, mais ils pourraient pas ressentir le sport, par exemple, comme toi tu le ressens, par exemple. Donc je pense qu'on a tous notre truc, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu sais qu'hier dans le podcast que j'ai fait, j'abordais la notion de flow. Tu as déjà entendu ça? Ouais, bien sûr. C'est le flow pendant un entraînement sportif. Je prenais l'exemple de la course à pied. Et c'est intéressant parce que le flow, en fait, limite, c'est un rêve lucide presque. En fait, t'es pas endormi. Hein, je vois clairement. En fait, t'es dans cet état, pour moi, où en flow, en fait, t'es à mi-chemin entre un processus qui est complètement conscient, où t'es concentré sur ce que tu fais, et justement, en fait, c'est le parfait équilibre où t'es pas du tout conscient et où ça va tout seul. C'est exactement la définition qu'on donnait hier. Ok, ça. Ouf. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, t'as l'impression de... Ça va tout seul. Tu vois, t'es dans le flow. Voilà, exactement. Et pour moi, ton inconscient tête, tu réfléchis un peu, mais pas trop, et parfait équilibre. Et là, à mon avis, pareil, ça a beaucoup été étudié et c'est considéré comme un état élargi de conscience aussi, je pense.
C'est fascinant. Ouais, j'adore. C'est vraiment fascinant. Je sais même pas si un jour j'ai été traversé par ce flow. Je crois une seule fois en course à pied et c'était assez grisant. Mais tu vois, on le disait hier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas s'entraîner c'est un état vers lequel on ne peut pas s'entraîner à avoir sur tous ces entraînements et que ça arrivait un petit peu par chance et que c'était encore assez particulier. Tu penses pas que tu l'as quand tu fais de la muscu? C'est une bonne question. Je pense pas. Et tu mets la distinction où, du coup, entre l'état méditatif de concentration, vraiment où tu visualises beaucoup tes muscles, et le flow? En fait, le flow, selon moi, je n'ai pas la définition universelle, c'est un état où en même temps, tu te rends compte de tout ce qui se passe, mais tu n'es pas vraiment maître de tes mouvements. Okay. C'est un peu particulier. Donc, j'ai pris l'exemple de la course à pied dans le sens où, pendant la course à pied, ta foulée, elle est parfaite, ton rythme cardiaque est parfaitement constant, ta respiration, elle est bien calée sur tes foulées. Okay. Mais en même temps, tu ne fais pas d'effort conscient pour que ta foulée elle soit parfaite, pour que ton rythme cardiaque soit régulier, etc. etc. Donc, il y a un peu cette dualité entre la maîtrise totale et le lâcher-prise qui font un état de bien-être particulier, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, cette notion de dissociation, alors que tu viens rajouter dans le flow, où tu ne penses pas à tes jambes, mais elles vont toutes seules. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas intéressant. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que j'arrive à avoir en musculation. Je pense pas. Peut-être que tu l'as en fait, mais sans la dissociation, et ce qu'on pourrait appeler un état de flow sans dissociation du flow, ou peut-être autre chose, du coup, de la pleine conscience, je ne sais pas du tout. Mais c'est intéressant. Tu me diras quand tu auras. Ouais, carrément. Mais de toute façon, ces états de conscience, ça intrigue beaucoup en fin de compte. Ah ouais, mais, et surtout qu'on est tous concernés par ça, et qu'au final, quand tu connais pas trop le sujet, au final, tu le subis. Parce que tu te rends compte que c'est tout le temps, au final, on est tout le temps tous dans notre tête. Et apprendre à la gérer, apprendre à comprendre ce qui l'impacte, je trouve que c'est important et qu'il n'y a pas assez d'éducation sur le sujet. Il y a de plus en plus maintenant le docteur Steven Lorez, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est vraiment un pionnier dans la recherche sur la méditation, qui a fait des études sur Mathieu Ricard, le porte-parole français du Dalai Lama, qui a fait des études où ils ont montré justement que quand tu médites, en fait, tu réactives une enzyme, la télomérase, qui permet en fait de rester plus jeune plus longtemps parce qu'elle a un impact sur tes chromosomes, sur ton système immunitaire, etc. Et donc, je pourrais être plus précis, c'est un peu compliqué comme sujet, mais lui, il essaye de mettre ça dans les écoles, de plus en plus aux enfants, etc. Et donc ça, je trouve ça super chouette. C'est génial. Ouais, vraiment. Peut-être une éducation à tout ça, à la santé mentale qui se fera avec le temps de plus en plus. On est dans une ère, on en parle de plus en plus, clairement. Et tant mieux. Ouais, génial, vraiment. Je pense que c'est que amené à progresser. Pour toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent sur ce podcast et qui ont envie de s'initier au rêve lucide, en plus de te suivre sur Insta, tu vois, et de regarder un petit peu tes vidéos, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller concrètement qu'ils pourraient faire dès ce soir ou dès demain? Dès ce soir, moi je dirais déjà acheter un carnet, se mettre dans le processus de se dire ok, je vais acheter un carnet. Au début, s'ils n'en ont pas ce soir, du coup, de le noter sur le téléphone, pas les vocaux, donc bien écrire. Et je propose de ce soir mettre une alarme pour se réveiller après 4h30 de sommeil. Et avant d'aller dormir, faire donc ce qu'on appelle la technique MILD, où on va se répéter cette phrase, mais pas se la répéter dans le lit. Moi, ce que je conseille maintenant, c'est de se la répéter sous la douche. Pourquoi sous la douche? Parce qu'en fait, dans la douche, tu es dans une sorte d'état un peu de créativité, flow, modifié de conscience, parce que la saturation sensorielle et kinesthésique que tu as, en fait, la saturation sensorielle et kinesthésique auditive que tu as dans la douche avec donc, le bruit de l'eau sur toi, en fait, ça fait un peu décrocher ton niveau de conscience de son niveau de conscience, ta conscience de son niveau de conscience normal. C'est pour ça qu'on a plein d'idées sous la douche et qu'on se sent inspiré, qu'on pense à plein de choses différentes. Ouais, plus en plus, tu n'es pas perturbé, donc tu as plein de choses. Et en fait, pour moi, quand tu es dans cet état-là, tu es beaucoup plus perméable à plein de choses. Par exemple, si tu viens mettre une idée, c'est comme, imaginons, si je te dis que si tu fais un MILD pendant que tu es en train de faire plein de choses, donc te dire, ok, je vais faire un rêve lucide aujourd'hui pendant que tu cuisines, tu fais plein de trucs où tu es hyper occupé, c'est comme si l'idée, elle allait rebondir sur toi et tu t'en fous. Si tu le fais dans un moment un peu comme ce moment méditatif sous la douche, c'est comme si la terre était plus perméable à venir mettre la graine et l'idée et que ça fonctionne la nuit. C'est un rapport avec la plasticité du cerveau ou rien à voir? C'est une très bonne question. J'imagine que, comme dans les états modifiés de conscience, on dit que le cerveau est plus plastique, j'imagine qu'il doit l'être aussi à ce moment-là. Mais je pense surtout dans la métaphore que je construis tout doucement avec ça, c'est comme si, en fait, c'est une graine que tu mets.
Et comme si, en fait, là, tu arrivais à la mettre vraiment comme si tu faisais de la place et tu la mettais, alors que si tu la mettais en surface, bah, la nuit, elle marcherait moins bien. Ok. C'est ça. Et donc, faire ça, puis aller dormir en se répétant cette phrase sous la douche avant je vais faire un rêve lucide, je vais devenir conscient. Et s'imaginer prendre conscience dans son rêve qu'on devient lucide. Et puis ensuite, se réveiller la nuit à 4h30 en plus. Là, à ce moment-là, on recommence le build encore une fois, pas sous la douche, mais juste avant d'aller dormir. Et puis là, on s'endort et puis on voit ce qui se passe. Et donc, le faire est. Déjà, si quelqu'un ne va pas rêver, on va dire s'il ne se souvient pas de ses rêves, hein, bien sûr, d'habitude, ça va être compliqué, mais quelqu'un qui va déjà faire se souvenir de 1 ou 2 rêves par nuit, c'est déjà bien. En général, moi, je conseille avant de commencer à essayer d'induire la lucidité, de vraiment se souvenir, on va dire, de 1 ou 2 rêves, allez, 1 rêve par jour, au moins, 1 rêve par jour. Sinon, avant, il faut d'abord travailler le processus. Tout ça. Ok, bah c'est très concret, on va pouvoir tester ça. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses qui peuvent tuer les rêves ou les rêves lucides, genre téléphone avant de dormir, certains types d'aliments, j'en sais rien, hein, si jamais tu as des astuces sur ça température de la chambre, je sais pas moi. Très bonne question. Pour la température de la chambre, pour favoriser l'endormissement, on préconise quand même une pièce qui n'est pas trop chauffée, qui est plus ou moins quand même froide, je ne sais plus exactement combien. Ouais, je crois que c'est 17 ou 18. Ouais, 17-18, c'est ça. À part ça... C'est difficile à dire. Oui, ce que je dirais quand même, c'est d'avoir une bonne hygiène de sommeil, super important. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, tes premiers cycles de sommeil, ça va être surtout du sommeil lent, profond, lent très profond. Et puis après, tu vas avoir du REM sleep. Et en fait, le truc, c'est que si par exemple, pendant plusieurs nuits, tu as un sommeil éclaté, que tu te réveilles trop tôt et donc tu n'as pas beaucoup de sommeil REM, tu vas avoir énormément, par la suite, ce qu'on appelle un effet rebond. En fait, ton cerveau va devoir rattraper tout ce qu'il n'a pas fait de REM sleep et il va en faire plein. Et donc, au final, est-ce que la déprivation de sommeil, c'est bon ou c'est mauvais pour le rêve lucide? Je sais pas, je pense que de manière générale, être éclaté pour aller dormir, c'est pas très bon. C'est très compliqué de dire ce qui fait que, à part juste... Voilà, je vais reprendre parce que je vais perdre dans ma tête, mais on va dire juste aller dormir à les heures régulières, c'est peut-être plus simple. D'abord, comme ça, un conseil très simple et très concret. Au moins, tout le monde peut l'appliquer. Ouais, voilà, c'est ça. Et question bête, ça m'arrive de faire des rêves pendant une sieste. C'est possible, ça aussi? Ouais, à fond, clairement. Parce qu'au final, Là, c'est que du sommeil paradoxal. Non, le sommeil paradoxal, justement, on essaye dans les siestes. En fait, ça dépend. Soit tu fais une sieste du coup de 20 minutes. Et là, t'as pas le temps. Ouais, 10-15 minutes. Et donc, tu rentres juste dans le sommeil léger, profond. Ça va dépendre un petit peu de à quelle heure tu fais ta sieste, après combien de temps t'as dormi avant. Par exemple, si tu fais une sieste 2 heures après t'être réveillé, là, tu peux retourner directement dans le sommeil paradoxal. J'avais lu quelque chose comme de quoi il fallait 4 ou 5 heures avant que tes cycles de sommeil se réinitialisent et que, par exemple, si tu te réveilles juste avant un sommeil paradoxal, puis tu fais une sieste 2 heures après, tu vas retourner, tu vas le continuer comme si tu avais juste fait une petite interruption de 5 minutes. Okay. Par contre, 4-5 heures après, tu retournes te rendormir, tu recommences un cycle dès le début. Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que même les siestes, c'est très compliqué. Et là maintenant, si je te disais un truc, on dit que les siestes, c'est super bon. Et là, il y a une étude qui est en train d'être faite où potentiellement, en fait, à partir d'un certain âge, quand tu fais des siestes, ça augmente le risque de maladies neurodégénératives. Allez hop, ah ouais, non, mais terminer la sieste. Ça rend fou pour le moment. À partir d'un certain âge, genre 60 ou 70 ans, un truc comme ça. Et encore, il n'y a pas les résultats publiés, mais c'est une hypothèse et bon, on verra. Mais... Je pense que, et ça d'ailleurs par rapport à ça, je parle de ça, mais parce que pour le moment, je sais pas, toi tu te positionnes comment par rapport à la nutrition, comme tu as tes compléments, tu fais tes trucs, etc. De quoi manger, quoi faire. Est-ce que tu n'es pas un peu perdu dans, pour le moment, tout on va dire, cet amas d'informations qui est contradictoire parfois? Alors, je ne me sens pas perdu parce que j'arrive à faire le tri sur ce qui est vrai ou ce qui est faux. Mais c'est clair que l'amas d'informations, il peut être un petit peu grisant. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaye justement de faire le tri pour les personnes qui me suivent en les aiguillant sur ce qui pourrait être intéressant et ce qui pourrait l'être un petit peu moins. Et surtout en partageant ma propre expérience, en leur disant « Ok, j'ai lu ça, j'ai expérimenté ça, j'ai expérimenté ça. Voilà mes résultats. Je vous conseille de tester ça, mais ne soyez pas surpris si jamais vous avez des résultats un petit peu différents. » Oui, bien sûr. Okay. C'est ce que je les encourage à faire avec le sommeil. Et là, pour le coup, les rêves lucides, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse à fond. Et ne serait-ce que... Alors, je vais dire un truc très bête. Hein. C'est... je suis fan de cinéma. Tu sais, je t'ai dit que je faisais des études de cinéma tu m'as dit, avant mon diplôme de coach sportif. Je voue une admiration pour le réalisateur James Cameron, qui, lui, a eu l'idée de Terminator pendant un rêve.
Ah ouais. et qui lui notait ses rêves, tu vois, ou même lui il faisait encore Je savais plus. pas pour lui, incroyable. Lui il faisait encore plus, c'est que au lieu de noter ses rêves, il les dessinait parce que c'est un artiste et du coup c'est là d'où vient l'idée de Terminator. Il a fait un cauchemar, il s'est réveillé, il a dessiné le Terminator, etc. Et ça part de là. Donc ça m'a toujours fasciné de pouvoir me rappeler de mes rêves, ne serait-ce que pour l'inspiration que ça pourrait donner pour certaines choses. Mais ça, c'est dingue. Vraiment, pour le Terminator, je le ressortirais parce que je ne le savais pas. Je savais pour les Beatles, Okay. la musique Yesterday. Ah bah ça, Pareil, je savais il l'a pas. entendu dans un rêve. Ouais, Il s'est réveillé, il l'a écrit. ouais. Musique Yesterday, qui est le banger qu'on connaît aujourd'hui. Et pareil pour le tableau de Mendeleïev des éléments périodiques. Ok. Donc lui, il n'arrivait pas, en fait, ça c'est dingue, il n'arrivait pas à... Donc il était sur le projet de faire le tableau, mais il n'arrivait pas à le structurer dans un bon tableau efficace. Il a vu le tableau dans un rêve, il s'est réveillé, il l'a fait. Et en fait, le tableau qu'on a aujourd'hui, c'est le même avec un seul changement. Genre son inconscient lui a donné tout cuit le truc. C'est merveilleux. Ouais, c'est un truc. De fou. Pour moi, ça me fascine. Pareil, j'ai eu des idées, des techniques d'hypnose dans mes rêves. Genre, j'ai vu un de mes profs qui en plus ne fait pas du tout d'hypnose et qui n'aime pas ça, venir m'expliquer un truc. Et puis après, je la refais et je me dis, mais c'est incroyable. Ouais. Et elle marche trop bien. C'est une technique d'hypnose pour la kiné-respi. Tu viens mettre ta main et créer un effet surprenant qui met la personne en transe plus vite. Enfin, et je me dis, waouh, c'est fou. Et en fait, quand il me l'a expliqué, je me dis, mais ça tient debout. Puis je me suis réveillé, je vois que c'est un rêve et je fais, waouh, même pas un rêve lucide sur le coup. Mais ce qui est bien, c'est que si tu deviens lucide, tu peux les provoquer quasi tous les jours. Du coup, ces rêves-là de créativité, on va dire, hyper efficace. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, mais ouais, c'est fou. Donc ouais, ça donne envie. Rien que pour cet aspect-là, Ouais, tu vois. pour les artistes, oui, c'est ça, ouais, clairement. Donc voilà pourquoi ça m'intéresse particulièrement. Ouais, ce serait quoi, toi, la première chose que tu ferais si tu ferais un rêve lucide ou comme créativité ou comme truc à explorer? Le type de rêve, tu veux dire? Oui, on va dire, si là, tu as la capacité ce soir de devenir lucide dans ton rêve, de le contrôler, de faire ce que tu veux, tu fais quoi? C'est une excellente question. Je sais pas. Je pense que je me baladerais dans l'endroit idéal, c'est-à-dire un endroit qui me provoque joie, épanouissement, tu vois, ce genre de choses. Ouais. Ça serait plutôt une balade dans l'endroit parfait, en fait. Ok. Qui serait terrestre, plus Ce serait plutôt terrestre. astronomie? Ouais, qui serait ok. plutôt terrestre. Genre une forêt, un truc comme ça ou... C'est ça. Ouais, ok. Non. Forêt tropicale même, Ouais, ok. plutôt dans ces eaux-là. En mode un peu explorateur, mais aussi émerveillé par ce que je peux voir, la faune, la flore, tout ça. Et tu garderais une faune et une flore que tu connais, etc. Ou tu t'espérerais voir des trucs un peu extraordinaires que tu connais pas, etc. Étant terre à terre, peut-être que je m'attendrais à voir des espèces qui sont connues mais que je n'ai jamais vues personnellement. Ok. Tu vois, Ouais. pas des choses extraordinaires. Mais peut-être que je suis limite trop terre à terre et que je m'empêche d'imaginer des choses qui n'existent pas. Hein. Ah ouais, peut-être. D'ailleurs, ça, c'est une question que je voulais te poser. C'est quoi la thématique récurrente dans tes rêves? Quand tu rêves, quand tu t'en souviens? Parce que souvent, on a des thématiques qui sont récurrentes. Et toi, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment des trucs... je sais pas, est-ce que c'est du sport? Est-ce que c'est... Par exemple, moi, c'est souvent des trucs fantastiques. Vraiment très, très, très souvent. Et ben moi, jamais. Ah ouais? C'est toujours des choses de la vie normale presque. Ok. Donc des discussions avec des personnes que je connais, des scénarios auxquels je pourrais me retrouver dans la vie réelle, mais dans lesquels je ne me suis jamais retrouvé. Mais j'ai jamais rêvé de quelque chose de fantastique ou de science-fiction ou de quelque chose d'assez extraordinaire. Ah d'accord. C'est Bizarre, intéressant. Ouais, ouais. Et dans les films, tu regardes quoi? Tu dis que t'aimes bien le Beaucoup de cinéma. science-fiction. C'est marrant. Beaucoup de science-fiction, de fantastique. Tu me mets Matrix, moi je suis le plus heureux. Mais c'est fou. C'est fou, ouais. Et que donc tu regardes beaucoup de fantastique, mais dans tes rêves, par contre, Ouais, ouais, jamais ça. ouais, jamais. Ah ouais. Ah, c'est ouf. Mais je vais faire quand même l'effort de les noter plus souvent pour voir s'il y a un petit fil conducteur. Ah ouais, bien sûr. Ouais, tu Et verras. parce que ça m'intéresse en fait, tout simplement. Ah ouais, ouais. Et est-ce que tu as déjà fait des paralysies du sommeil? Non. Non, jamais arrivé. Ah, ça me fait peur, ça. Ouais, mais justement, ça, je pense que tu devrais essayer. Ah non. Parce que- alors, Là, tu me fais flipper. Là. Je veux pas être paralysé. Non, mais en fait, c'est ça qui est dingue. Je pense qu'en gros, il n'y a pas assez d'éducation sur le sujet, parce que ça concerne 30% des gens, quand même. Alors que... Autant que ça? Ouais. Et t'as beaucoup de gens qui n'osent pas en parler parce qu'ils ont juste l'impression d'être pris pour des fous. Vu qu'en général, tu vois des trucs pas spécialement positifs, oui. genre des monstres, etc. Et tout. Mais je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation là-dessus et que ça fait peur. En fait, ce qui se passe, c'est que tu es paralysé parce que c'est un phénomène normal de ton corps pendant cette phase de sommeil-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme tu es paralysé, ton cerveau, il va interpréter par des hallucinations, comme tu es à mi-chemin entre le rêve et l'éveil là, par des hallucinations, le fait que tu ne puisses pas bouger, donc très souvent des monstres qui t'empêchent de bouger ou quoi. Mais imaginons
qu'on ait fait une éducation aux enfants par rapport à ça avant. On leur a dit, ah bah, tu verras, c'est possible que la nuit, en fait, tu te réveilles, que tu ne saches pas bouger. Et en fait, franchement, tu vas voir, peut-être qu'à un moment, il y aura un arbre qui va apparaître ou quoi, et que tu transformes ça en truc positif. Je me demande s'il y aurait vraiment autant d'hallucinations négatives comme ça. Parce que d'ailleurs, une des capacités du rêve lucide qui est trop bien, c'est que tu peux transformer tes paralysies du sommeil en rêve lucide. Parce que là, comme tu es vraiment à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil, tu peux décider de retourner dans le rêve lucide. Mais ouais, comme ça touchait 30% des gens, je ne savais pas si toi, tu as expérimenté ou pas. Jamais expérimenté. Et peut-être qu'effectivement, je suis tellement mal éduqué sur le sujet que j'ai l'impression que c'est un truc hyper effrayant, catastrophique. Sur les réseaux, c'est l'image qu'on en donne en tout cas, parce qu'il n'y a personne qui explique comment les rendre positives ou même juste comment en faire moins, simplement pour ceux que ça embête, parce qu'il y en a qui en font des fois 4-5 par nuit et c'est atroce quoi, pour eux vraiment de ne pas savoir gérer ça. Mais ok. Tu devrais en faire. Il m'a dit ça comme ça. Oui, vraiment. Mais franchement, je pense que oui. Hein. Peut-être que plus tard, ce sera beaucoup plus acquis. Et même pour l'expérience, parce qu'en fait, quand en fait, c'est paralysé, mais pas tant que ça. C'est très, très particulier dans le sens où tu sens des vibrations dans tout ton corps. Et c'est très, 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 très spécial. Mais perso, moi, j'en avais fait une avant de commencer à essayer d'en provoquer. Et d'abord, la première, je ne savais pas, du coup, pas cool. Vraiment pas cool. Mais la deuxième, vraiment, limite, à manège, quoi. Ah ouais, ouais, donc tu peux en provoquer. Ouais, en fait, tout ce que tu as à faire, c'est tu vois le moment où tu te réveilles pour aller aux toilettes ou quoi. Tu reviens, et là, au lieu de faire quoi que ce soit de rêve lucide ou de te rendormir, de te mettre sur le côté qui va provoquer un endormissement beaucoup trop rapide, tu te mets sur le dos, les mains comme ça, et tu bouges pas. Et t'attends. Et en fait, tu vas tromper ton corps va croire que tu retournes te rendormir alors que toi, tes pensées, elles sont concentrées sur le fait que tu veux rester un peu éveillé. En fait, si tu es trop concentré, tu vas rester réveillé, donc tu vas pas te rendormir. Et si tu te mets trop confortable, tu vas t'endormir complètement. Trop vite, ouais. En fait, c'est rester entre les deux pour garder ta conscience. C'est aussi un entraînement du rêve lucide. Et en gros, si tu fais ça, à ce moment-là, tu vas commencer à sentir les picotements, etc. Et puis tout doucement, ça va arriver. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas commencer à voir le rêve qui arrive progressivement. Et tu peux avoir les yeux ouverts ou fermés. Hein. De toute façon, tu vois des trucs. Et ben, l'ermite des songes, mon ami, justement, lui, sa technique, et c'est lui qui m'a donné cette idée-là, c'était il fait apparaître des arbres, d'abord 1, puis 2, puis 3. Et une fois que sa chambre, c'est une forêt, il se lève et il y va. Il est dans un rêve, il le sait. C'est hallucinant. C'est ouf. T'as utilisé le bon mot, c'est hallucinant, complètement. Ouais, et ben, en tout cas, c'était vraiment passionnant cette discussion. Merci. J'ai appris plein de choses et je suis persuadé que les personnes qui regardent et qui écoutent vont sentir la même chose. Comment on peut te retrouver sur Insta ? Stéphane Carapel. Stéphane Carapel, tout simplement. Ouais, c'est ça. De toute façon, on mettra le lien dans la description, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify. Pour l'instant, que Instagram. Instagram et projet YouTube là. Bientôt, de commencer à faire des plus grosses vidéos, m'y à travailler. Parce que vraiment, justement, je sais pas toi par rapport à ça, mais le contenu vertical commence à m'épuiser un peu. J'aime bien aller dans le détail des choses et le problème, c'est que les gens sont pas sur Insta. Ils scrollent pas pour avoir des trucs qui leur cassent le cerveau. Tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Ils sont pas sur Insta pour rester 10 minutes ou 15 minutes. C'est ça. C'est clair que YouTube, pour ça se projet fait un YouTube. petit peu. Exactement. Ok, bah fonce, hein. Let's go. Je vais essayer. Franchement, là, c'est parti pour ça. Et puis, on verra bien. Je pense que ça me correspond plus. Ouais, on sera les premiers abonnés. Merci. Et ben, merci encore, Stéphane. Et merci puis, à toi. C'est super bientôt. Cool. Bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir visionné cet épisode avec Stéphane. J'espère que vous l'avez trouvé aussi passionnant que moi. J'ai une autre vidéo passionnante qui devrait s'afficher juste ici. Ce sera la surprise. Hein. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour aller visionner l'épisode qui, j'espère, vous plaira tout autant.